Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, on a 1h30, si j'ai bien compris, je vais essayer de calibrer sur 1h30 à peu près. Et puis, je vais en fait essayer de vous présenter un peu finalement l'introduction de deux petits livres sur lesquels je me suis un peu penché. Celui-ci, La distance, qui est le deuxième, Distance et proximité. Puis le premier, qui était la question de l'éthique et puis de l'accompagnement. Voilà. Donc en fait, je sais bien que je suis aux 20 ans de la formation d'AMP, et bravo à vous. Hein. Voilà. C'est une formation majeure maintenant, parce qu'elle a 20 ans. Mais je vais quand même partir d'un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire je vais partir de cette idée qu'une personne dite AMP, eh bien, elle fait comme un chef de service finalement. Elle fait comme un directeur, elle fait comme un éducateur, elle fait comme un formateur, elle accompagne d'autres personnes, quoi. Un formateur, ça accompagne des étudiants. J'étais chef de service, j'accompagnais des salariés. Quand j'étais éducateur, j'accompagnais des personnes sur le terrain. Et quand j'étais chef de service, je voulais absolument, dans l'équipe, il y avait 16 postes, je voulais absolument qu'il y ait des éducateurs, parce que je pense que les éducateurs savent faire des choses que les autres ne savent pas faire. Et je voulais les AMP, parce que je pense que les AMP savent faire des choses que les éducateurs ne savent pas faire. Et donc mon pari, c'est que j'avais même aussi des moniteurs éducateurs et des conseillers en économie sociale et familiale. Mon pari dans l'équipe, c'était que la diversité est une richesse. Et que donc je travaillais en tant que chef de service à essayer de procurer des conditions à l'équipe pour que chacun, avec sa formation, fasse bénéficier finalement les résidents de leur formation et de leur richesse. Donc, je vais partir de cette idée, pour traiter de l'accompagnement, il faut d'abord accueillir l'autre dans sa richesse. Et finalement, accueillir l'autre dans sa richesse, c'est exactement la question première de toute relation, c'est ce qu'on appelle la question de l'éthique. Alors, on va y aller tranquillement, je vais vous présenter un auteur tout à l'heure, qui pour moi est le grand penseur de l'éthique. Mais on n'a pas besoin d'avoir lu Lévinas pour comprendre, vous inquiétez pas d'y avoir fait 30 ans de philosophie, on va rendre les choses appropriables pour qu'on réfléchisse ensemble. Quand je suis arrivé à Buc, hein, j'ai rencontré Guy Dréano, peut-être que certains le connaissent, qui est un peu connu dans le secteur, et qui me reprochait de ne faire que des bouquins pour la sociologie et la philosophie. Il m'a dit, il faudrait que tu écrives un bouquin pour le social. Qu'est-ce que c'est ta question première? Et je lui dis, pour moi, la question première, c'est la question de la relation humaine, quoi. Avant d'être une relation sociale, avant d'être une relation pédagogique, avant d'être une relation éducative ou de soins, la relation, c'est d'abord une relation interhumaine. Et la relation interhumaine, c'est bien justement la question de l'éthique. Donc il va falloir qu'on différencie, je vais le faire rapidement, mais les logiques qui sont derrière la question de l'éthique, derrière la morale, et puis derrière la déontologie. Et si on regarde par exemple les travaux qui ont été faits par certains chercheurs aujourd'hui sur la question de l'éthique, la morale, la déontologie, on s'aperçoit que ça ne gêne pas certains de parler d'une éthique professionnelle, ça n'existe pas une éthique professionnelle. Ça s'appelle une déontologie, sinon on n'aurait pas créé le terme. D'accord ? Donc ça veut dire que l'éthique renvoie bien à autre chose. Donc on va différencier un tout petit peu ça. Voilà. Alors mon idée, c'est qu'on parle d'idée d'accompagnant. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner? Je le définis comme ça, c'est aller de compagnie avec. Aller, c'est-à-dire un processus de compagnie, ça ne veut pas dire qu'on est copains, hein, ça veut dire je te maintiens dans le même champ d'humanité que moi, avec, c'est la question de l'altérité, c'est-à-dire la question de l'autre, c'est-à-dire la question de l'accueil de l'autre. Et dès qu'on dit ça, eh bien déjà on va se poser la question de l'accueil, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir quelqu'un? Alors j'ai été super bien accueilli ce matin, avec du café, des viennoiseries, etc. Hein, mais ça ne suffit pas. J'ai visité des institutions, j'en visite une trentaine par an. Il y en a, c'est magnifique. Hein, vous arrivez, vous osez à peine marcher, tellement c'est beau, il y a du marbre partout. Hein, mais c'est d'une violence terrible. Et puis j'ai visité un petit CHRS où les murs étaient en carton, il y avait une chaleur humaine incroyable. D'accord ? Donc les conditions matérielles n'ont rien à voir avec les conditions de l'accueil. Accueillir, c'est ce que j'ai appelé dans le premier petit livre qui s'appelle Éthique et accompagnement, la loi de l'hospitalité. Donc on va essayer d'égrener un petit peu toutes ces notions-là, et puis bien sûr de réfléchir un petit peu à quelles sont les implications sur qu'est-ce que c'est qu'habiter ma fonction d'accompagnant, que je sois MP, que je sois éducateur, entre guillemets, peu importe. D'accord ? Voilà. Donc je parle de cette idée que vous avez tous, on a tous, une occupation officielle. Mais il y a quelque chose qui vient avant l'occupation, c'est ce que j'appelle une préoccupation, parce que ça vient avant, c'est pré-avant, d'accord ? C'est de ne jamais porter atteinte à la singularité et l'altérité d'autrui. C'est-à-dire ne jamais porter atteinte à l'élément d'humanité de l'homme.
dès que vous lui portez atteinte, c'est fini. Vous êtes en train de le traiter mal, c'est-à-dire que vous êtes en train de le maltraiter. Alors, les gens que vous allez accompagner, eh bien, ce ne sont pas des objets de soins. Ce ne sont pas des objets d'écoute, ce ne sont pas des objets d'affection, ni d'attention. Parce que là où il y a objet, il n'y a pas relation. Ce sont des sujets de soins, ce sont des sujets d'écoute. Et ça change tout, parce qu'avec un sujet, on a une relation, alors qu'avec un objet, on n'a pas de relation. Donc je vais vous choquer peut-être pour certains ce matin, puisque je vais flinguer la notion de distance, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais je vais flinguer aussi la notion de prise en charge, parce que pour moi, prise en charge, en fait, pour moi, ce n'est pas que pour moi, c'est pour les Vinas, c'est pour ceux qui ont travaillé déjà sur cette question, et bien mieux que moi avant. Prise en charge, mettre à distance, faire des douches, c'est ce qu'on appelle des résurgences de Auschwitz, c'est-à-dire des résurgences des logiques de chosification de l'homme. Donc on va essayer d'égrener un petit peu tout ça en 1h30. Alors quand je le fais à Buc, je le fais en 12 heures, hein, ce que je vous fais là. Donc vous voyez qu'on je vais couper à certains endroits, forcément, ça va choquer peut-être certains, mais bon, pas grave. Le but c'est que finalement on arrive à tous un tout petit peu réfléchir. Pourquoi je suis parti de cette question-là ? Parce que moi je suis dans le social depuis 88 et j'ai eu la grande chance à l'époque d'arriver dans une équipe où il y avait des gens qui avaient 10-15 ans d'ancienneté et ils me disaient mais qu'est-ce que le métier a changé quoi. On était en 88. Et moi depuis 88 à aujourd'hui j'ai quitté le terrain moi en 2008 donc j'ai fait une vingtaine d'années sur le terrain, 11-12 ans en tant qu'éducateur puis 9 ans comme chef de service. Et je trouve qu'il a changé aussi. Quoi. Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? C'est que depuis les années 80, il y a ce que j'appelle des logiques de rationalisation, des logiques libérales, hein, qui sont en train de traverser, je pense, la question du travail social, qui sont en train de traverser nos institutions de soins. Hein. J'ai été, il n'y a pas très longtemps, à Nantes, il y avait 200 personnes du milieu hospitalier. Je leur ai dit exactement ce que je suis en train de vous dire là. La même question se pose à l'hôpital. Il y avait des gens d'éducation nationale, c'est la même question aussi. C'est-à-dire des logiques de chosification où l'autre n'est plus accueilli dans ce qu'il est en tant qu'être humain. L'autre n'est plus accueilli comme un être singulier. Il est accueilli comme un objet d'étude, comme un symptôme. Sauf que dès qu'on a réduit l'autre à un objet d'étude, ou un symptôme, ou un dossier, on l'a sorti de notre champ d'humanité, on ne peut plus le rencontrer. Donc on ne peut plus l'accompagner. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va le prendre en charge. Prendre en charge, vous avez déjà compris qu'il y a prise. Et là où il y a prise, c'est que l'autre doit se déprendre. Or, on ne fait que jamais prendre une chose. On va le voir tout à l'heure. Un homme n'est jamais prenable. Un homme n'est jamais saisissable. Un homme n'est pas thématisable. Tout ça, c'est des résurgences de l'Auschwitz. Mais pourquoi ? Parce qu'on veut maîtriser quelque chose qui nous échappe. On va voir pourquoi tout à l'heure. Voilà un petit peu l'introduction, ce que je vous propose un petit peu pour ce matin. On va essayer de faire un tour en 1h30. Alors, ça veut dire que la question de l'éthique, c'est l'accueil. Le respect, on peut le définir comme ça, respect et accueil inconditionnel de la singularité et de l'altérité d'autrui. C'est-à-dire vous êtes tous des moi, et moi je suis un moi, hein, mais on n'est pas les mêmes moi. Vous êtes tous des moi uniques, mais ça ne suffit pas non plus, parce que des boîtes de conserve de petits pois, elles sont toutes uniques, mais elles sont toutes semblables. Donc on est tous des moi, on est tous des moi uniques, on est tous des moi différents, et on est tous des moi distincts. Et que c'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir quelque chose d'incroyable qui s'appelle une relation interhumaine. Si vous ne reconnaissez pas l'autre comme un moi unique, distinct et différent, c'est que vous en avez déjà fait votre chose. C'est que vous l'avez déjà réduit. Or, une fois que vous avez réduit l'autre, c'est fini, vous ne le rencontrerez jamais. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas du côté de l'éthique, c'est Lévinas qui parle, il dit... On est du côté de la mêmeté, la logique de la mêmeté. Donc, dès qu'on pose un diagnostic, qu'est-ce qu'on veut faire finalement ? On veut réduire le mystère de cette chose qui s'appelle un homme, cette chose qui m'échappe. Et dès que je veux réduire le mystère de la chose qui m'échappe, eh bien, ça veut dire que je ne rencontrerai jamais l'homme, mais je rencontrerai le symptôme, c'est-à-dire celui que je viens de réduire à son symptôme. Alors je dis toujours d'une manière un peu provocatrice, mais je le pense, un SDF, d'ailleurs SD, ça suffit largement, il n'a pas de domicile, qu'il soit pas fixe, évidemment, hein. Mais un SDF, ça n'existe pas. Un autiste, ça n'existe pas. Un trisomique, ça n'existe pas. Parce que si vous réduisez quelqu'un à sa trisomie, c'est fini. C'est comme si je vous réduisais, vous, à être des étudiants en MP. Voilà. Vous n'êtes que ça, 24 heures sur 24. Vous n'êtes que ça, vous n'êtes rien d'autre, vous n'avez pas d'autre vie, etc. Vous vous rendez compte, c'est vachement réducteur. Donc, l'éthique, c'est ce qui va lutter contre toutes ces logiques
qui veulent amener du côté de l'identique. Donc il faut penser l'éthique en refusant en fait toutes les logiques qui aujourd'hui, à mon avis, pénètrent et traversent le social, c'est-à-dire des logiques de chosification de l'homme, des logiques de chosification de la relation interhumaine. Voilà. Ça veut dire, et on va le voir tout à l'heure si j'ai le temps, il faut refuser la distance. Il n'y a aucune relation possible à la distance. Et qu'est-ce que vous opposez souvent à la distance? Souvent vous opposez à la proximité, hein, et c'est absolument faux. La distance s'oppose à la fusion. Et qu'est-ce qui s'oppose aux deux? Justement, c'est la proximité. Donc il va falloir qu'on définisse qu'est-ce que c'est que la proximité d'un point de vue éthique. Voilà un petit peu le cheminement qu'on va essayer de faire ce matin. Alors je peux vous le dire tout de suite, comme ça éventuellement quand je serai arrivé à ce moment-là, on pourra en reparler. Une relation fusionnelle, ça n'existe pas, c'est une absurdité, c'est une impossibilité. On ne peut pas être en relation et en fusion. Mais la fusion, c'est l'indistinction. Pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait distinction. Donc l'idée de mettre relation fusionnelle ensemble, c'est une absurdité philosophique. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc il va falloir qu'on voit pourquoi, quels en sont les enjeux aussi éthiques. Voilà un petit peu. Donc il faut partir de cette idée que l'autre, c'est un être, un moi. C'est un moi qui est unique, différent, distinct, et c'est un moi qui est infini. Mais vous êtes tous des moi infinis, hein. Même Freud, paraît-il, a dit qu'il y avait de l'inconscient. Donc vous imaginez que s'il y a l'inconscient chez moi qui m'échappe, chez vous, tout l'inconscient qui m'échappe. Incroyable. Donc ça veut dire qu'entre deux moi, Nicolas, que j'ai le bonheur de retrouver, parce qu'on a été collègues à Boulogne il y a plus de 20 ans, c'est incroyable. Nicolas qui est un moi infini, je vous promets qu'il est infini, distinct et différent, hein, et moi-même qui suis moi, eh ben, on va se rencontrer. Eh bien, comment va être la rencontre entre deux moi infinis? Eh bien, elle va être infinie. Ce qui veut dire que, vous voyez, sans vous expliquer déjà ce qu'est la proximité, il ne peut y avoir de relation humaine, éthique, que dans la proximité. Pourquoi? Parce que dans la proximité, c'est toujours la recherche d'une approche entre deux moi infinis, parce que la relation sera infinie. Il ne peut pas y avoir de fusion. Donc une relation fusionnelle, c'est un contresens, c'est une absurdité. Ça n'existe pas. On pourrait dire peut-être un état éventuellement fusionnel, on pourrait dire peut-être, je sais pas, une situation, il faut trouver un terme, hein. Mais c'est pas possible de mettre l'idée de relation et de fusion ensemble. De même, par exemple, une expression, même si le chanteur Jean-Louis Aubert a fait une belle chanson dessus, alter ego, c'est une catastrophe d'un point de vue éthique. Alter ego, j'ai trouvé mon alter ego. C'est-à-dire j'ai trouvé mon alter, mon autre, et je le veux même que moi, comme mon ego. Même que moi. Dès qu'il y a du même, c'est qu'il n'y a plus de différence. S'il n'y a plus de différence, il n'y a plus d'éthique. Donc dès que j'ai trouvé mon alter ego, eh bien, il vaut mieux partir, parce que là, ça commence à être dangereux. Voilà. Donc il faut partir de cette idée que l'homme est un mystère inépuisable. C'est même sa dignité, et c'est Karl Jasper qui dit ça, la dignité de l'homme, c'est de se reconnaître à lui-même, d'être un être inépuisable, et de reconnaître à l'autre cette dignité aussi, d'être un être inépuisable. Donc ça veut dire que si on part de cette idée que chacun est un être infini, mais ça veut dire que finalement, le plus beau voyage sur cette terre, ça s'appelle une rencontre humaine, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller aux Bahamas, hein, parce que dès que vous rencontrez quelqu'un et que vous avez l'impression de le savoir, ben c'est que vous venez de le réduire en fait. Voilà. Donc en fait, vous allez voir que ça dépasse le cadre de votre formation de travailleur social, parce que en fait, je suis en train de vous parler de la vie de tous les jours, quoi. On peut passer 50 ans de notre vie en couple sans jamais rencontrer son conjoint. On peut passer 40 ans de métier sur le terrain sans jamais rencontrer personne. Aller, je disais ça en cours hier aux étudiants, aller à Saint-Michel, à la station Saint-Michel, là où il y a le grand tapis roulant, là, et puis plantez-vous au milieu, regardez votre voisin, votre voisine, et puis dites-lui, tiens, j'ai envie d'une rencontre interhumaine avec vous. Vous allez voir comment ça va faire. Tu prends tes gouttes, tu files, je suis pas là pour ça, quoi. Hein, bon, parce que dans le métro, on se croise, on se rencontre pas. Donc ça veut dire que dès que je suis dans la réduction de l'autre, je suis en train de le perdre. Dès que je suis dans la réduction de l'autre, je suis en train d'essayer de le prendre, et éventuellement de le prendre en charge. Donc, la question d'éthique, elle se pose avec la question de l'autre. On ne peut pas penser la question d'éthique, donc de l'accompagnement, sans la question d'altérité. Ça se pense ensemble.
Et en fait, on ne peut pas penser la question de l'éthique sans l'altérité, et on ne peut pas penser l'altérité sans la question de la responsabilité pour autrui et sans la question de la proximité. Ça va ensemble. Donc on va essayer de définir tous ces termes-là. Alors pourquoi je vous parle de responsabilité tout de suite? Et pourquoi je vous ai dit ce mot, c'est une résurgence de Auschwitz? Parce que les auteurs sur qui je travaille, et j'ai la chance d'être devenu maintenant, je dis la chance parce que c'est vraiment une chance pour moi, l'ami de mon ancien directeur de thèse, qui était Miguel Abensour, qui était l'ami d'Emmanuel Lévinas, de sa fille, etc. Il m'a fait beaucoup travailler depuis une vingtaine d'années qu'on se connaît sur des auteurs dont on ne se sert pas du tout dans le travail social. Par exemple, les premiers penseurs de l'école de Francfort, Adorno, qui a écrit quand même Éduquer après Auschwitz, pour des éducateurs ou des accompagnants sociaux, c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Donc il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire, il s'est passé dans l'histoire de l'humanité, je vais faire rapide, quelque chose qui ne s'est jamais passé avant dans l'histoire de l'humanité, il s'est passé Auschwitz. C'est un symbole, bien sûr, il y a d'autres camps. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il s'est passé cette idée que des hommes ont décidé que d'autres étaient indignes à vivre. Et que leur indignité, c'était d'être nés. C'est ça qui s'est passé. Mais en prenant le nazisme, en deux mots, le nazi n'est pas un criminel, quoi. Parce que le criminel, il tue quelqu'un, donc on le condamne, d'accord, mais il laisse le corps. Les nazis, ils ont fait pire. Les nazis, ils ont tué, et ils ont fait disparaître le corps. Et ils ont fait disparaître ceux qui pouvaient parler, le corps, atteinte à la mémoire. Et ils ont matérialisé les corps, parce que comme vous le savez peut-être, quand le procès Eichmann, c'était en 1962, hein, un des sbires de Hitler, a été repris par le Mossad, par les services secrets israéliens, qui a été condamné. Hein, vous pouvez lire Hannah Arendt, c'était Eichmann à Jérusalem. Et donc, bon, Eichmann est condamné à mort, très bien. Il est exécuté dans les 20 minutes qui suivent, et puis son corps est brûlé, bien sûr, parce qu'on ne veut pas de sépulture pour les anciens nazis. Et puis la personne, c'est une interview que vous pouvez trouver, hein, c'est sur DVD, la personne qui recueille les cendres d'Eichmann, et avec, et là, il attend, et puis il recueille une petite boîte, grande comme ça, et à ce moment-là, donc, il a Eichmann dans ses mains. Le but étant de distribuer les cendres dans l'eau pour pas qu'il y ait de sépulture. Et il repense à ce moment-là, quand lui était dans les camps, et quand les nazis l'obligeaient, avec une pelle, à balancer des cendres devant les pas des nazis pour pas qu'ils glissent sur la glace. Et ces cendres, bien sûr, c'était les corps de ceux qui sortaient des fours de crémation. Et lui, avec cette petite boîte, il était devant des montagnes de cendres. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant, c'est que l'homme, non seulement a été atteint dans sa dignité d'être humain, mais il a été matérialisé, on l'a chosifié, il est devenu de la matière sur lesquelles d'autres hommes marchaient. C'est ça que ça signifie. D'accord ? Bon. Eh bien, ces auteurs dont je vous parle, Hannah Arendt, bien évidemment, Adorno, Horkheimer, Fromm, des gens comme ça, aujourd'hui Rancière, aujourd'hui Abensour, avec qui je travaille, et puis bien sûr Lévinas. Lévinas a pensé l'éthique après ce qui s'est passé en 39-45. Ça veut dire que depuis 39-45, on ne peut plus penser la question de l'accompagnement et de la relation interhumaine de la même façon. Il s'est passé quelque chose là qui change tout. Donc on ne peut plus penser l'accompagnement de la même façon, donc on ne peut plus penser l'éducation de la même façon, c'est pas possible. Et il nous explique que c'est pas parce que des États totalitaires ont disparu que les logiques totalitaires ont disparu. Et il nous explique déjà, dans les années 50 et 60, reprenez des textes d'Arendt et d'Adorno, que les logiques des camps se sont infiltrées dans notre vie quotidienne. Ça s'appelle des logiques de chosification. Et regardez aujourd'hui, vous êtes dans la vie de tous les jours. Bon là, c'est sympa, on est entre nous, etc. Mais bon, admettons qu'on ne soit pas entre nous. Vous allez passer votre journée dans Paris, etc. Et bien en fait, vous n'allez avoir aucune relation humaine spontanée, très très rare. Pourquoi ? Parce qu'on rationalise tout. Où est-ce que vous allez du coup la chercher, cette chaleur humaine? Dans ce que De Certeau appelle les niches. Il y en a dans votre famille, auprès de vos amis, bon, là où il y a de la chaleur humaine. Parce qu'on est dans un monde froid, parce qu'on est dans un monde de rationalisation des relations. Ça a commencé notamment avec Descartes, hein, quand même, avec Galilée et Descartes qui ont commencé à mathématiser le monde au XVIIe siècle. Quoi. Voilà. Et maintenant, on en est en plein dedans. Vous reprenez des textes de Weber, reprenez des textes de Simmel, de gens comme ça au XIXe siècle, de Ferdinand Tönnies, ils expliquaient déjà qu'avec l'industrialisation du XIXe siècle, on en était à rationaliser les sociétés et les relations interhumaines. Et on ne peut pas rationaliser une société sans que ça ait des effets sur l'homme.
C'est-à-dire qu'on pense toujours à faire une lecture philosophique, et c'est bien, et psychologique et sociologique de ces effets du 19e siècle, mais en fait, c'est des effets anthropologiques, c'est-à-dire sur la nature de l'homme. Au 19e siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a atteint la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences anthropologiques. L'homme est devenu un être de calcul, l'homme est devenu un être d'intérêt. Vous ne rentrez en relation quand vous n'êtes pas avec des gens qu'à partir du moment où cette relation peut vous apporter quelque chose. Ça s'appelle une relation intéressée. Et bien, une relation intéressée, c'est toujours une relation anti-éthique. Toute relation éthique est une relation des, plus ou moins, inter et c'est. Des, pluralité, inter, entre et c'est l'être. Donc une relation qui est intéressée, c'est toujours une relation qui est maltraitante, c'est une relation qui est utilitariste. Je vous prends un exemple pour faire le pont. Vous êtes dans une MEX, c'est une étudiante qui me racontait ça, et puis ils n'en peuvent plus, quoi. On va l'appeler Polo. Polo, il fout le brin dans toute la MEX, c'est pas possible, quoi. Et puis là, vous avez l'éducateur qui arrive en réunion, qui dit, attendez, moi ce soir, je vais la faire, la soirée, quoi. Vous allez voir Polo, quoi. Il va se tenir à carreau, Polo, quoi. Voilà. Alors il a qu'à bomber Polo, il s'est tenu à carreau, quoi. Mais en fait, Polo était devenu un prétexte. Le vrai texte, c'était la reconnaissance institutionnelle de cet éducateur qui avait su maîtriser Polo. Vous voyez comment ça se joue, le truc. Mais ça, c'est une logique de chosification, ça, c'est une résurgence de Auschwitz. Donc, pour être en relation éthique, il faut garder sa faculté d'étonnement. Un éducateur, un accompagnateur qui a perdu sa faculté d'étonnement, c'est quelqu'un qui a perdu sa faculté de commencement. Or, une relation humaine, c'est toujours par le commencement, c'est-à-dire par la créativité, parce que c'est extraordinaire. Il n'y a qu'une seule chose au monde qui existe par milliards d'exemplaires et qui est unique, ça s'appelle une relation humaine. Donc ça veut dire qu'il faut accepter le risque. Moi je dis, il faut accepter le beau risque de la rencontre. Parce que dès qu'il n'y a plus de risque, très concrètement, quand on vit avec quelqu'un, hein, et puis que ça commence à ronronner, grosso modo, c'est un peu longué, quoi. Hein. C'est les 40 premières années les plus longues, enfin c'est long quand même. Hein. Bon. Ça veut dire que dans la relation, s'il n'y a plus quelque chose qui se nourrit, eh bien, ça veut dire qu'on a l'impression de connaître l'autre, quoi. C'est-à-dire de le réduire à un être su. Dès que j'ai réduit l'autre à un être su, eh bien je l'ai réduit. Je le sais. Sauf qu'on ne sait jamais un homme. Prenez un chercheur, par exemple, il veut prendre son objet d'étude. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer toute sa vie à chercher. Alors des fois, il va trouver. Hein, un chercheur, des fois, ça trouve. Mais il va chercher. Mais pourquoi? Parce que c'est son objet. Et qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Ben, sa recherche, le but, c'est quoi? C'est de diminuer le mystère et de faire disparaître le mystère de cet objet de façon à le maîtriser. Ça sert à ça, un chercheur. Sauf qu'un homme, c'est pas un objet, on ne fait jamais le tour d'un homme. Un homme n'est pas saisissable. Et là, ça nous pose la question du rapport au savoir, quoi. Ça veut dire qu'une relation éthique, interhumaine, ne commence pas avec la connaissance. Dès que vous commencez une relation par la connaissance, vous venez de réduire l'autre à votre pauvre petit savoir, parce qu'on n'a jamais qu'un pauvre petit savoir de l'autre. Donc, une relation humaine, ça commence avec la reconnaissance de l'autre. Et je résume l'idée de Lévinas comme ça. L'humanité commence avec bonjour. C'est pas ça du mon pote, hein, c'est pas que ça. C'est sois tranquille, je ne porterai jamais atteinte à ta dignité, à ta singularité, à ton altérité, à ton intégrité d'être humain. Je ne te sortirai jamais de mon champ d'humanité. Dès que je te sors de mon champ d'humanité, alors c'est que je te prends en charge, donc je te maltraite. Donc vous voyez que ça pose la question, on en discutait un tout petit peu tout à l'heure, sur certaines notions. Si je prends, maintenant je suis formateur, donc je connais bien, je suis responsable du DF1 à Buc, donc je connais bien, c'est le cœur du métier quand même, le DF1. Hein. Donc je fais les cours de philo, de sociaux, d'histoire, l'analyse des pratiques, tout ça. Psycho, enfin moi je ne fais pas les cours de psycho, mais je suis responsable du cours de psycho, etc. Et puis les autres qui sont très importants aussi, hein, DC2, DC3, DC4, ça se décline un peu autrement dans la formation de la MP, mais on y revient un peu au même. Hein. Il y a des notions qui sont très importantes, mais je vous donne un autre exemple très concret. 8 éducateurs spécialisés diplômés dans une MEX accueillent un enfant qui a été incesté. 8 semaines après, réunion de synthèse. Les 8 éducateurs se disent, on ne peut pas le garder ce garçon, il n'y a pas de projet de vie. Bon, il vient juste de se faire violer quand même 2 mois avant, d'être arraché à sa famille, quoi. Il n'y a pas de projet de vie. Ça s'appelle la tyrannie du projet, quoi. La tyrannie de l'évaluation. La tyrannie du diagnostic. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va remplir des grilles, quoi. Alors je veux bien qu'on fasse de l'évaluation, etc. Ok, le projet, ok. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Robert Castel, qui malheureusement nous a quittés plusieurs fois,
Et il me disait un jour, on a passé 7 jours ensemble, c'était un colloque, et il me disait, mais Dominique, vous êtes incroyable, les travailleurs sociaux. C'est le jour où le SDF arrive dans votre boîte que l'éducateur lui pose comme question, c'est quoi votre projet de vie? C'est justement parce qu'il vient dans votre boîte que justement il est peut-être en moins en capacité de le formuler. Sinon il ne serait pas là. C'est incroyable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Après vous allez ranger dans une case, il n'a pas de projet de vie. Et alors du coup vous allez le réorienter vers quoi? Vers qui? Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, et on parlait tout à l'heure avec madame qui a dirigé l'initiative pendant plusieurs années, j'ai perdu votre prénom, pardon, Claire, qui se réoriente vers l'éducation nationale, donc elle va faire bouger un peu les choses, etc. Mais l'éducation nationale, quand je leur parlais de ça à Nantes, je discutais avec une des inspectrices après, qui est venue me voir après la conférence, elle me disait, mais oui c'est ça, on est pris dans des logiques de rationalisation, on est pris dans ça. Parce que qu'est-ce qui demande du temps, sinon la relation, sinon l'éducation? Qu'est-ce qui va demander? Ben, on n'a plus le temps aujourd'hui. On est dans une société de l'immédiateté. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce matin là, en France? Est-ce que vous le savez? Ben non. Mais c'est pas grave. On va vous le foutre dans la tête ce soir quand vous allez manger vos raviolis tranquillement, quand vous allez allumer la télé. C'est-à-dire que des experts vont vous mettre dans la tête comment il faut penser l'événement. Donc vous n'avez plus le droit de le penser. On est dans l'immédiateté, il n'y a plus de médias, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Et là où il n'y a plus de temps, il n'y a plus de jeu, JEU, pour penser. Donc les autres pensent à notre place. Ouais, grosso modo, il y a une trentaine d'experts en France depuis les années 80 qui se partagent les plateaux, Poujadas, Claire Chazal et compagnie, qui sait que tu invites ce soir, ah bon, moi j'invite l'autre, etc., qui nous font penser. Il y a même un expert économiste, je ne citerai pas son nom, qui vous explique que la France va très très mal parce qu'on paye trop les RMI, les RSA, enfin, ça va vraiment mal, quoi, vraiment. Et puis le réalisateur qui fait le petit film s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est inspiré du bouquin de Paul Nizan. Il ouvre une petite fenêtre, et à côté de ça, il dit, pendant que ce monsieur vous dit que les RMI, les chômeurs foutent la France par terre, ce monsieur vient de toucher 80 000 € pour sa conférence. Il est membre du conseil d'administration de telle banque, bon, 151 000 € par mois. Il touche, le gars, pour vous expliquer que les RMI, les RSA, les chômeurs foutent la France en l'air. Et nous, on les écoute, hein. Et ils nous font notre façon de penser, c'est assez incroyable, quoi. Voilà. L'expert, c'est Marcuse qui parlait, hein, Marcus, qui a inspiré la révolte étudiante des années 60 aux États-Unis, quand même. Hein. Il n'y aurait jamais eu mai 68, il n'y avait pas eu la révolte étudiante aux États-Unis. Donc il faut connaître Marcus pour comprendre 68, finalement. L'expert, dit-il, c'est celui qui flatte le dominant en abusant de dominer. Voilà. C'est le dauphin chez Bourdieu. Hein. Celui qui a peur de se faire attraper par en dessous et qui rêve que d'une chose. Voilà. Ou l'esprit de cour, par exemple, autour de l'Élysée, il doit y avoir des gens qui courtisent comme ça sur... Alors on en arrive à cette société qui nous pose la question, finalement, c'est quoi le progrès, quoi? C'est quoi le savoir? Est-ce que tout progrès technique est un progrès humain? Et Benjamin, qui a été exilé, qui a été pourchassé par le nazisme, Benjamin dit, il y a deux façons de regarder une cathédrale. Hein. Soit vous regardez les gargouilles, les vitraux, les arêtes, c'est magnifique, bon, ok, perspective esthétique. Soit vous pensez à ceux qui ont trimballé les pierres, et bien du coup vous ne voyez pas du tout la même, vous pensez aux larmes et au sang, et vous ne voyez plus du tout la même cathédrale. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais été aussi développé techniquement, technologiquement, qu'au XXe siècle, là où il y a eu le plus grand massacre humain. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 39-45, les massacres qui se passent aujourd'hui se passent dans une société hyper techniquement développée, ce qui veut dire que la technique n'a jamais apporté le bonheur humain, sinon ça se saurait. Donc ça nous pose la question à nous, qui devons utiliser des notions, projet, évaluation, management par exemple. Moi je fais des cours aux formations supérieures. Voilà. Un jour j'ai reçu un chef de service, je fais des établissements de diplôme, etc., qui a fait un liste, et puis il me sort tout le catalogue, quoi. Et management, bon, ok. Bon, dès qu'il m'a sorti tout ça, je lui dis, bon, mais maintenant, on va commencer. Il m'avait appris son catalogue par cœur, quoi. Incapable de rentrer en relation avec quelqu'un. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est dans ça puisse animer une équipe, quoi? Oui, lui, il voulait manager une équipe. Ben, déjà qu'il anime l'équipe, quoi. Parce que souvent, quand on manage, on a besoin de réanimer l'équipe. Après, c'est beaucoup plus grave, c'est plus embêtant. Donc, on part de cette idée-là que, finalement, dans la relation d'accompagnement, relation éthique, hein, il n'y a éthique qu'à partir du moment où l'autre me fait et continue à me faire question.
Dès que l'autre ne me fait plus question, c'est que je l'ai déjà réduit, je suis déjà en train de le maltraiter. Alors on en arrive très tranquillement, je fais attention à l'heure, à une différence entre morale, déontologie et éthique, de façon à ce que ce soit très très clair. J'ai fait une trentaine de pages là-dessus, mais je vais le résumer très très vite. L'éthique n'a rien à voir avec la morale, l'éthique n'a rien à voir avec la déontologie. Une éthique professionnelle, ça n'existe pas. La morale, qu'est-ce que c'est? Un ensemble de règles, de normes, de valeurs qui s'imposent de l'extérieur à l'individu. La morale, ça veut de l'unification, de la normalisation, de la standardisation. Ça veut nous rendre, je vais l'écrire en 2 mots, hein, mais vous pouvez l'écrire en 1 mot, ça veut nous rendre conformes. Hein. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, que ça ne dépasse pas. Toute la morale se veut universelle. Ça veut de l'un. Là où il y a de l'un, il y a de l'unité. Là où il y a de l'unité, il n'y a plus de différence, il n'y a plus d'altérité. La morale est anti-éthique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les sociétés se donnent des morales. On peut. Mais la morale, ce n'est pas la question de l'éthique. Ça s'impose de l'extérieur. Bon. Ça veut dire que, par exemple, quand même, hein, on est dans le social. Quand est-ce que naît le grosso modo le social? Avec les premières travailleuses sociales, dernier tiers du 19e siècle. D'accord? En France. C'est ça les premières intendants, surintendantes, avec la notion d'assistance sociale. Très bien. C'est le moment où en France, une science a été officialisée et devenue officielle, ça s'appelle la sociologie. C'est Durkheim. Eh bien, le dernier bouquin posthume quand même de Durkheim s'appelle l'éducation morale, c'est l'éducation de la Troisième République de Jules Ferry, premier pilier, la discipline. C'est ceux de nos parents, nos grands-parents. Hein. C'était chaud quand même, hein. C'était pas... On ne s'éclatait pas tous les jours avec Durkheim. Pourquoi? Parce qu'il risquait, il avait peur plutôt de l'anomie. L'anomie A, ce qui supprime nomie, le nomos, la norme. Ça veut dire que Durkheim avait une conception de l'individu qui est, l'individu est un être de désir, qui n'est pas capable de réfréner tout seul ses désirs. Je crée une instance au-dessus de lui qui va l'aider à réfréner ses désirs. Ça s'appelle l'idéal social. En politique, ça s'appelle le socialisme. Au nom de l'idéal social, je demande que toutes les sensibilités individuelles se sacrifient. Voilà. C'est une religiosité. Il y en a d'autres qui ont inventé le communisme. Au nom de la communauté, nouvelle divinité, je demande que les petits individus soient sacrifiés. C'est une divinité. D'autres ont créé la religion, bien avant d'ailleurs, au nom de Dieu, etc., etc. D'autres ont créé le libéralisme au nom du capital, etc., etc. D'autres ont même créé l'humanisme. Alors quand on est entre nous les samedis soirs en train de boire l'apéro, on est tous humanistes, c'est sympa, tout le monde il est beau. L'humanisme, il n'y a rien de plus anti-éthique. L'humanisme, c'est le culte de l'homme en général. C'est-à-dire, c'est anti-individu. C'est anti-individu singulier. C'est le culte de l'espèce. Alors c'est sympa quand on est dans le sens commun comme ça, mais philosophiquement et éthiquement, c'est une catastrophe. Donc Durkheim, ce qu'il voulait, c'était de l'ordre. Il était très pessimiste et très par rapport à l'individu. Lui, ce qu'il craignait, c'était l'individu comme être de désir. Alors moi, j'ai passé 7 ans de ma thèse à étudier celui qui a été le vrai opposant à Émile Durkheim. Je vais faire très court, qui s'appelle Georges Palante, qui était le nouveau penseur de la question de l'individu. L'individu n'a rien à voir avec la personne, déjà, c'est 2 concepts différents. Vous voyez, par exemple, quand on lit dans nos écrits, nous, du travail social, projet individualisé ou projet personnalisé, pas de différence du concept, quoi. Hein, mais c'est quand même gravissime, parce que le personnalisme, c'est Emmanuel Mounier, c'est quand même quelque chose de spécial, quoi. D'accord ? Et si on confond les deux, ben, c'est quand même très problématique aussi, quoi. Et ben, nous, on n'est pas assez rigoureux, je pense, dans le travail social sur ça. Et on entend personnalisé, personnel, individuel, individualisé. C'est pas sérieux, quoi. Et j'étais avec des universitaires un jour que j'avais amené avec moi entendre une conférence de soi-disant penseurs du travail social. Au bout d'un quart d'heure, ils sont partis. Ils disent, ben, c'est pas possible. Moi, ça fait 30 ans que je bosse sur la différence entre pouvoir, domination et autorité. La nana qui vient de parler, elle vient de nous dire en 5 minutes que c'était la même chose. Moi, ça fait 40 ans que je bosse pour différencier le truc. Elle, en 5 minutes, elle me dit que c'est la même chose. Alors, bon, c'est du flambi, quoi. Moi, je reste pas. On n'est pas assez rigoureux, je pense, dans le travail social sur ces notions-là. C'est pas que des jeux de mots. Parce que si c'était que des jeux de mots, bon, on s'en fout à la rigueur, c'est pas ça. C'est les logiques qui sont derrière qu'il faut aller chercher. Donc, la morale veut de l'un. C'est-à-dire qu'elle veut faire taire les différences. Si vous êtes dans une équipe, ça s'appelle l'esprit de corps. Si vous êtes dans une équipe, et puis que d'un seul coup, on est bon, ok, on est tous d'accord, hein, qu'on est bien les meilleurs, etc. Et puis qu'on commence à amener une idée différente et qu'elle n'est pas acceptée, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire rentrer de l'altérité de pensée qui n'est pas acceptée par l'équipe. Et l'équipe va vous exclure ou l'équipe va vous faire plier. Vous voyez? Bon, ça c'est très problématique. Si vous êtes dans une équipe qui est capable d'accepter ça, là c'est génial. C'est une équipe, moi j'appelle plastique, en tout cas démocratique, capable d'accueillir de la différence, quoi.
Dès qu'on n'accueille plus de la différence, c'est qu'on veut de l'un. Et dès qu'on veut de l'un, c'est qu'on est dans un rapport de domination et c'est très problématique. La déontologie, c'est très court, déonce, devoir, logos, la science des devoirs. La déontologie, c'est une petite morale professionnelle. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles, de valeurs et de normes qui s'appliquent de l'extérieur à l'individu dans un champ d'activité particulier, point barre. Donc même logique. La déontologie veut de l'un, de l'uniformisation, de la standardisation. C'est une prescription, c'est sous le régime de la contrainte. Donc il n'y a pas de pluralité, donc il n'y a pas d'altérité, donc il n'y a pas d'éthique. On en arrive tranquillement un petit peu à Lévinas, 2-3 petits concepts, et puis après, je vais vous faire 2-3 applications, on va dire un peu comme ça, sur des choses peut-être qui nous parlent plus en termes d'accompagnement. Si je pars de... Je vais vous exposer 2 ou 3 notions, c'est tout, hein, c'est un penseur très important, mais assez complexe, notamment la notion du face-à-face, qui est un concept lévinassien. Lévinas, c'est 1906-1995. Le face-à-face, c'est cette idée que toute relation interhumaine de face-à-face doit être éthique, parce que 2 moi sont uniques, sont distincts, et moi qui suis un accompagnant, je dois garantir à l'autre les conditions de ne jamais perdre la face. Donc un face-à-face éthique, c'est quand on garantit à l'autre les conditions de ne jamais perdre la face. Dès que vous mettez l'autre en condition de perdre la face, vous n'êtes plus dans une relation éthique. Toute relation éthique est désintéressée, je vous disais ça tout à l'heure. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans une relation intéressée, c'est que vous avez placé l'autre, la relation avec l'autre, en attente d'eux. Et dès que vous êtes en attente d'eux, c'est que vous le placez en dette. Et dès que vous le placez en dette, c'est qu'il vous doit. Et donc il n'y a plus de gratuité. Donc il n'y a plus d'éthique. Donc vous êtes aussi maltraitant. Pourquoi je dois l'accueillir, l'autre? Parce que justement, il n'est pas moi. Lévinas dit l'autre, il dit autrui, c'est l'absolument autre. C'est bien parce que justement, il n'est pas moi que je veux l'accueillir. Parce que s'il était même que moi, ça ne m'intéresse pas. D'où la notion du désir. Alors, là, on va y aller tranquillement. On va prendre, vous connaissez tous, je pense, une phrase de Sartre, qui s'appelle, dans une de ses pièces, « L'enfer, c'est les autres ». Vous vous souvenez, j'imagine. Et pourquoi, en fait, l'enfer, c'est les autres? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi vous l'aimez? Celui ou celle que vous aimez. Pourquoi? Pourquoi vous l'aimez? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, parce que j'adore ses yeux. Bon, génial. Non, mais parce que j'adore sa plastique. Alors, je lui dis, super. Enfin, ne vous inquiétez pas, ça va se dégrader. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Lévinas a même une phrase, il dit, pour rencontrer quelqu'un, il ne faut même pas connaître la couleur de ses yeux, parce que dès que je connais la couleur de ses yeux, ça y est, je l'ai déjà réduit à un trait. Et dès que je réduis l'autre à un trait, c'est fini. Je ne peux plus le rencontrer éthiquement. Alors pourquoi je l'aime? Parce que c'est un être de liberté. C'est un être de liberté. Mais c'est très embêtant, ça. Si l'autre est un être de liberté, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut se barrer. L'enfer, c'est vraiment les autres. C'est terrible. Mais pire que ça, ben, lui, c'est un être de liberté. Mais moi, je suis un être de liberté aussi. Bon, ben, alors moi, j'ai pas envie de diminuer ma liberté. Mais lui non plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va vouloir augmenter sa liberté. Comment? En essayant de diminuer la mienne, en me maîtrisant. L'enfer, c'est vraiment les autres, quoi. Alors, je fais ça en cours, il y a 3-4 ans, puis j'arrive à la pause, parce que je me débrouille pas trop mal, voilà, 10h15, normalement, c'est l'heure de la pause, très bien. Je fais la pause, je laisse les étudiants sur Sartre. Et puis je sors, fumer ma petite cigarette avec eux, etc. Bon. Et puis à un moment donné, j'observe, puis il y a une étudiante qui est au téléphone. Et puis sa copine qui l'interpelle comme ça. Puis elle lui dit, mais écoute, excuse-moi, je ne peux pas te répondre, je suis avec ma moitié. Alors je reprends le cours. Et je dis, écoutez, je viens d'écouter, entendre un truc étrange, quoi. Je viens de voir quelqu'un, là, qui est la moitié de quelqu'un d'autre, quoi. Comment peut-on vouloir être la moitié de quelqu'un? Si je suis la moitié de quelqu'un, c'est que je ne suis pas fini, je ne suis pas complet. Enfin, ça veut dire que l'autre va servir à me compléter, quoi. Alors si l'autre me sert à me compléter, ça veut dire que je l'utilise, en fait. Donc en fait, il vient me compléter, il vient me combler. Donc s'il vient me combler, c'est que je veux en jouir. Donc je veux jouir de lui pour qu'il me complète, alors je le sosifie. Eh oui. Je le sosifie à ce moment-là. Je le veux pour me combler. Je ne le veux pas pour ce qu'il est. Et je dis toujours, c'est pas de l'amour, ça.
Enfin, quand on commence à vous dire je t'aime, quand on vous dit passe-moi le sel, c'est qu'il est temps de changer de cuisine, à mon avis. Hein. Ça ne va pas aller très très loin l'histoire. Ça veut dire que chez Sartre, à ce moment-là, après il y a toute une pensée, notamment d'action de l'engagement chez Sartre, mais quand il dit ça à ce moment-là, il se réfère à cette conception qu'on a notamment en Occident depuis Platon, qui est que la question du désir serait toujours à comprendre du côté du désir de possession. Et bien Lévinas va renverser la logique notamment de Sartre. C'est-à-dire que le désir chez Lévinas n'est plus un désir de possession, le désir chez Lévinas c'est le désir de la rencontre. Or, reprenons le face-à-face tout à l'heure, entre deux moi uniques, distincts et infinis. Puisque Nicolas est infini et que moi je suis infini, la rencontre sera comment? Infinie. Donc plus je m'approche éthiquement, humainement de Nicolas, plus je m'aperçois à quel point il m'échappe. Donc en fait, le désir ne se comble pas, le désir se creuse. Donc dans la rencontre interhumaine, en fait, la rencontre se nourrit de sa propre faim, F-A-I-M. Alors que dans la logique du désir de possession, en fait, l'autre veut posséder l'autre, ça veut dire qu'il veut se satisfaire, il veut le prendre comme un objet. Et bien la relation éthique, c'est celle qui se nourrit de sa propre faim, c'est-à-dire qu'elle n'est satisfaite, la rencontre, que de ne jamais justement être satisfaite. Et c'est bien parce que je m'approche de Nicolas, humainement, psychiquement, tout ce que vous voulez, éthiquement, que je m'approche et qu'à tel point que je me rends compte que en fait, je ne suis jamais assez proche. Mais dans une rencontre éthique, on n'est jamais assez proche. On ne peut jamais faire le tour d'un homme. Jamais. Dès que vous avez fait le tour de quelqu'un, vous dégagez en général. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il y a des psychologues avec nous, mais peut-être qu'ils diraient, dans ce cas-là, on est dans de la pulsion de mort, enfin dans de la répétition. Bon, demain on se lève, samedi on va faire les cours. Bon. La répétition du même. Alors ça pose une certaine question, ça, par exemple, pour nos institutions. Hein, parce que là, on répète du même. Nicolas, il était dans un foyer de vie. Mais là, on répète du même. C'est plus un foyer de vie, c'est un foyer à vie. Hein. Un foyer à vie, c'est là où on répète du même, quoi. C'est les mêmes pratiques. C'est la différence entre quotidien et quotidienneté. Le quotidien, c'est le lieu de la vie. C'est le lieu de l'imprévisibilité. Et bien, une rencontre interhumaine, c'est savoir accueillir l'imprévisibilité de l'autre, le mystère de l'autre. On est tous, éthiquement, des étrangers les uns pour les autres. Et toutes ces différences-là sont nos richesses. Et vous comprenez bien que si on n'est pas dans cette conception-là, ça veut dire qu'on désigne l'autre comme quoi? Comme un danger. Et si l'autre est un danger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à distance. Je ne vais pas y aller si c'est un danger. Donc on a tous incorporé cette idée, plus ou moins, qu'il faudrait se mettre à distance. Et il y a quelqu'un l'autre jour, j'étais en conférence, il se lève, du monde, on était à Saint-Étienne, et il se lève, et j'ai tout à fait d'accord avec ce que je racontais, mais il voulait provoquer la salle, il y avait 300 ou 400 personnes, il se lève, et il me dit, Monsieur Le Pen, je suis désolé, vous êtes un révolutionnaire. Alors je lui dis, putain, ça part mal, quoi. Vous êtes un révolutionnaire parce que vous voulez remettre l'humain au cœur de la préoccupation des hommes. Et il regarde la salle, il se met à rire et il se rassoit. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il était en train de dire, parce qu'on était d'accord, il est venu me voir à la fin, on a discuté. Ça devient révolutionnaire de remettre au cœur des préoccupations des hommes la question de l'humain. On en est là aujourd'hui, quoi. Donc du coup, dans les foyers, dans les masses, dans les autres institutions, d'ailleurs pas que dans le champ du handicap, loin de là, on fait des douches, on fait des couches, on fait des repas, on fait. Là où il y a du faire, F-A-I-R-E, et là où le faire prime, on pourrait le dire comme ça, c'est que l'humain déprime. Dès que l'acte prime, alors c'est que vous restez des faiseurs d'actes. Et là, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Hannah Arendt, elle dit « Un homme est un homme s'il est un homme d'action. Une action, c'est un acte plus son sens. » Quelqu'un qui ne sait faire que des actes, eh bien, c'est quelqu'un qui fait une action dépourvue de sens, c'est-à-dire insensée, c'est-à-dire folle. Et bien Eichmann, dont je vous parlais tout à l'heure, en 62, il m'a dit « Oui, mais moi, je n'ai rien fait de mal. On m'a dit que les Juifs n'étaient pas des hommes, donc je n'ai fait que brûler des choses. On m'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est resté un faiseur d'actes. Hannah Arendt dit « Le pire pour un homme, c'est de ne plus penser par lui-même. » Parce que dès qu'on ne pense plus par soi-même, alors tout est permis. Et les nazis ont été plus loin. Du tout est permis, qui est déjà une catastrophe, ils sont passés au tout est possible. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc un homme est un homme, c'est un homme d'action, un faiseur d'actes, et
un diseur de parole, c'est-à-dire quelqu'un capable de penser pour mettre en sens ses actes. Si vous restez des faiseurs d'actes, vous saurez ce que Hannah Arendt appelle un automate, ce qu'elle appelle aussi un fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire, le concept, c'est un homme, une fonction. Eichmann, on lui a donné une fonction, il a rempli sa fonction, il a dit « je suis un bon fonctionnaire ». Vous voyez ce que ça veut dire dans nos foyers, etc., etc. Donc un foyer qui n'est pas capable, ou une institution qui n'est pas capable d'accueillir de l'imprévisibilité, ça s'appelle une maison close, ou une prison. En tous les cas, une maison autoritaire. On va faire plier les gens, quoi. On va faire, entre guillemets, des boîtes d'autistes, des boîtes de gamins de la DAS, des boîtes de SDF, des boîtes avec des agents qui seront au service des boîtes, avec des logiques autoritaires, disciplinaires, maltraitantes. Et on sera tous des bons fonctionnaires, parce qu'un homme, une fonction. Mais c'est de ça qu'il faut se dégager. Ben, les logiques de chosification, les logiques de réification, hein, et ben, c'est celles qui veulent nous empêcher de penser, quoi. Or, dans une institution, qu'est-ce qui donne sens à la raison d'être d'une institution? Ben, c'est vous dans vos relations avec les gens, c'est-à-dire les relations interhumaines d'accompagnement. C'est bien ça qui donne la raison d'être d'une institution. Et bien, l'interhumain, c'est la question de l'éthique. Donc l'éthique prime sur la morale de l'institution. Et bien, je fais une autre conférence, c'était il y a 2-3 ans, un directeur général, il réunit tous ses salariés dans un grand gymnase, 400 et quelques personnes. Ça y allait, quoi. Et à la fin, il n'avait qu'une envie, c'est de me poser. Il était directeur général de l'association, quand même, donc il prend des risques. Et il me dit, Monsieur De Pen, j'ai qu'une question à vous poser, quoi. Et il m'a dit, je vous la poserai à la fin de votre conférence, etc., etc. J'attends une réponse de votre part. Est-ce que la question de l'éthique prime sur la question morale d'une institution? Il attendait que je réponde oui, et évidemment que oui. Parce qu'une morale institutionnelle qui maltraite les gens, y compris les salariés, n'a plus aucune raison d'être. La raison d'être d'une institution, c'est d'accueillir éthiquement la singularité, l'altérité des gens pour lesquels elle a été créée. Et vous, nous, les centres de formation, c'est ça aussi. Nous, on est là pour faire respecter ça. On doit ça aux gens qu'on accueille et qu'on accompagne. On leur doit ça. Ils ont déjà été exclus. Les travailleurs sociaux, on est quand même les seuls à nous occuper des gens que le système sociopolitique dans lequel on vit exclut. Les profs, ils font leur boulot, ils font un extraordinaire. Moi, j'ai des gens de ma famille qui sont en éducation nationale, donc il n'y a aucun souci sur ça, ils font un boulot extraordinaire. Mais a priori, normalement, ils ne sont pas encore exclus. Peut-être que le système va les exclure, par contre, ça c'est vrai. L'économiste, il fait de l'économie, le juriste, il fait des lois, le politicien... il fait du scooter les soirs, éventuellement, enfin, il fait ce qu'il peut. Hein. Mais nous, on est les seuls à nous occuper de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que éthiquement, on se doit à ce respect inconditionnel de la singularité et de l'altérité des gens. Ça, c'est notre action de tous les jours, mais notre action, elle est politique. Pas au sens de la droite ou de la gauche, on s'en fout. Du politique, c'est-à-dire du vivre ensemble. On est les seuls à s'occuper de gens que notre système exclut, donc le fait de s'en occuper dit quelque chose sur ce système qui les exclut. Et l'étudiante me dit, mais Dominique, moi je suis dans un foyer de vie au fin fond de la Lozère, je fais pas du politique. Je dis, ah bon? Je dis, oui, bah, moi je les sors, bon j'essaie juste qu'ils puissent s'inscrire au club de pétanque du petit village. Et alors je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du politique ça? Bien sûr que si. Vous voulez que des personnes dites handicapées puissent jouer à la pétanque sur la petite place du bourg? Mais bien sûr que même au fin fond de la Lozère, on fait du politique. Elle est en train de se rendre compte de tout ce qu'elle mettait en place, quoi. C'est-à-dire qu'on banalise tout ce qu'on fait. On banalise tout ce que l'on fait, quoi. Et bien, c'est ça qui nous manque, je pense. Et dans les enjeux, on en discutait un petit peu tout à l'heure, hein. Moi, je viens de l'université. J'étais sur le terrain pendant plus de 20 ans. Et j'ai été à l'université pendant plus de 12 ans. Donc, je me tire une balle dans le pied. Parce que l'un des enjeux actuels, c'est que certains universitaires, pas tous, hein, mais certains universitaires ont compris que le travail social, ça devenait un objet pour eux, quoi. Et que leur réflexion, je fais court, ils ne vous le diront pas comme ça, mais les travailleurs sociaux sont trop cons pour mettre du sens sur ce qu'ils font, il leur faut des experts pour dire qu'est-ce que c'est que le travail social. Ça veut dire qu'on ne serait pas, nous, capables de le penser, quoi. C'est ça qui est en train de se passer dans les enjeux, notamment, je pense à la question de la scientifisation du travail social. Il y a même des gros enjeux autour de ça. Moi, j'ai un collègue qui est en France, un peu à l'origine de ça, avec qui j'ai des relations super. On a une différence de fond, par contre, là, c'est très clair. Je ne pense pas que le travail social puisse devenir une science. La sociologie n'est pas une science, la psychologie n'est pas une science, l'anthropologie n'est pas une science. Il faut pas que le travail social peut devenir une science. Peut-être un paradigme, mais encore faudrait qu'on le définisse. Bon. Mais même si lui, il a le courage de défendre ça, il se heurte à des universitaires qui lui disent « Mais non, tu n'es pas capable, tu es travailleur social quand même de base, tu n'es pas capable de mettre du sens sur le travail social. Il faut des experts extérieurs, etc. » Ils sont en train de nous prendre comme un objet pour eux.
Ils sont même en train d'ouvrir des choses autour du travail social, etc. Il y a des enjeux incroyables en ce moment. Mais pourquoi? Parce qu'on est des moutons. On n'est pas capable, soi-disant, de penser ce que l'on fait, de mettre en sens ce que l'on fait. Ces gens-là, ils nous disent, vous êtes que des faiseurs d'actes. Ah, vous êtes gentils, vous êtes bon, ils sont gentils, ils s'occupent des pauvres petits hommes. Posez la question dans la rue, là, c'est très intéressant, à une petite dame, c'est quoi un éducateur spécialisé ou au travailleur social? Un éducateur spécialisé. Ah, au mieux, vous allez avoir comme réponse, ah, c'est ces gens qui sont très gentils, qui s'occupent des petits handicapés. Voilà. C'est-à-dire que personne ne nous connaît en France, parce qu'on est incapable de dire un petit peu ce qu'on essaye de faire, etc., etc. Donc il faut qu'on se prenne en main, je pense, un des grands enjeux là, pour lequel je me bats, et c'est pour ça que je suis revenu à la question première, la question de l'éthique, notamment, et puis la question de l'accompagnement. Voilà. Alors j'avance un petit peu, parce que du coup, vous avez compris qu'on préfère beaucoup plus de choses encore sur ces premières notions-là. Puisque je parlais de la notion de prise en charge, je vais faire très très court. Je vais résumer à trois logiques. Prise en charge. S'il y a prise, déjà c'est qu'il y a une logique de possession. Bon, ben, s'il y a une logique de possession, ça veut dire que l'autre, vous pensez qu'il peut être possédé. Or, on ne peut posséder qu'une chose. Donc déjà, dans l'idée de prise, c'est que vous avez chosifié l'autre. C'est très clair. Prise en charge, ou faire une douche, c'est comme si vous aviez été faire du sport, vous prenez vos baskets, il y a de la boue, vous prenez vos baskets, vous les passez sous l'eau, vous les étendez. Ben, faire une douche, c'est prendre quelqu'un, le réduire un bout de viande, de passer sous l'eau et le faire sécher. Point barre. Ben, bonjour l'humanité, quoi. Ça donne vachement envie, quoi. Deuxième logique, ben, puisqu'il y a une logique de possession, une logique de dépossession. Je te demande, toi que j'accompagne, soi-disant, je te demande de te déposséder de toi-même, c'est-à-dire de ne plus être toi-même. Deviens ma chose, deviens ce que je veux que tu sois. Et troisième message, tu n'es qu'une charge pour moi, comme on avait dit, de charger les juifs dans les fours, dans les trains pour les mettre dans le four. Hein. Alors je fais court là, ça fait un peu violent, c'est pour vous dire, ben, allez voir une personne dite SDF, dites-lui, je te prends, je te demande de te déposséder, tu n'es qu'une charge pour moi, ben, ça donne envie d'y aller. Hein. Ça donne envie d'y aller, quoi. Si vous discutez, c'est là où vous arrivez, hein, moi ça m'arrive aussi, discuter avec des personnes dans la rue, etc. Vous leur donnez 2 euros, ils sont contents, ou 5 euros, enfin bon, ils sont contents, bien sûr, ok. Mais quand même, cet été, vous voyez, j'avais plus de voiture, donc je descends ma région natale, dans le Limousin. Je le précise, parce que le Limousin, je suis né à une dizaine de kilomètres d'Oradour-sur-Glane, moi. Donc symboliquement, je suis un enfant d'Oradour-sur-Glane. Bien sûr que je n'ai pas connu, mais beaucoup plus tard. Mais enfin, moi, je suis très marqué par ça. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais Oradour-sur-Glane, c'est un village martyr qui a été brûlé par les nazis quand une escadron de nazis remontait du sud-ouest et remontait pour essayer de renforcer dans le nord de la France avant que il y ait le débarquement, etc. Et donc, ils ont décidé de raser Oradour-sur-Ver et ils se sont trompés, ce qui, sur le fond, ne change rien. Ils ont brûlé Oradour-sur-Glane. Ils ont enfermé les femmes et les enfants dans l'église et ils ont brûlé vifs et puis ils ont fusillé tous les hommes, etc. Donc c'est un village martyr qui existe toujours. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà visité, qui s'est reconstruit juste en face, quoi. Voilà. Donc je suis un enfant symboliquement d'Oradour-sur-Glane, donc je suis très marqué. Et à l'entrée d'Oradour-sur-Glane, vous avez un texte de poète hispanique, Santayana, qui dit « Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre ». Alors, je vais faire court, puis après je rentre plus dans la prise en charge encore, si vous voulez, mais aujourd'hui, on est géopolitiquement dans les mêmes conditions qu'à la fin des années 20, quand il y a eu la crise économique et financière des années 20, et il a fallu 10 ans pour que arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle Adolphe a été élu démocratiquement. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions où on n'est pas là dans la crise sociale encore de notre crise économique et financière de 2007-2008. Hein. On va commencer à rentrer dans les effets sociaux de la crise. Maintenant, il faut une dizaine d'années à peu près en moyenne. Donc on va commencer juste. Il y a déjà plein de gens désintégrés sociaux de ce truc-là. On n'y est pas encore. Deuxième principe, c'est qu'on a cru à ce moment-là que la démocratie était un régime. La démocratie, c'est jamais un régime. Jamais. Enfin, mettez-vous au régime, vous allez bien voir si vous êtes content, quoi. La démocratie, ça se fait vivre tous les jours. La démocratie, c'est une exigence au quotidien, d'un point de vue collectif, ce qu'est l'éthique au point de vue individuel. C'est une exigence au continu. D'accord?
Ouais. Et puis un troisième facteur, il y en aurait plein à signaler, et montée de foyers néofascistes dans toute l'Europe de l'Est, on est en plein dedans. Et puis alors, je crois qu'on a même un cas clinique pas très loin d'ici, qui est enfermé à Versailles, si j'ai bien compris, l'abrutissement culturel, quoi. Pour regarder le succès de la télé-réalité aujourd'hui, ça parle. On aime ou on n'aime pas, ça parle de quelque chose. On était à cette époque-là, dans une époque d'abrutissement culturel terrible, quoi. Moi, j'ai une amie qui est prof de dessin, qui a posé comme question à ses troisièmes. En troisième, on a 14 ans à peu près, en ce moment, 14-15 ans, ça, la louche. Est-ce que vous connaissez Picasso? Oui, mon père en a une. C'est pas grave en soi, mais quand même, quoi. Ben oui. C'est-à-dire que moins on aide les gens et les jeunes générations, ils y sont pour rien. Parce que c'est nous et puis ceux d'avant nous qui ont fabriqué ça, hein, quand même. Moins on les aide à penser par eux-mêmes, plus un jour arrivera quelqu'un qui fera venez, suivez-moi, quoi. On est dans les mêmes considérations, pour en avoir parlé avec 3-4 universitaires, tout à fait d'accord avec ce que. Voilà, ils me demandaient comment je voyais les choses, donc je leur disais, et on est complètement d'accord avec ça, quoi. Avec cette idée qu'on est dans des conditions qui sont. C'est pas pour faire flipper tout le monde, mais ça nous appartient à nous, quoi. Voilà. Bon, comment ça repénètre dans le travail social, ces logiques de chosification. Je pense déjà que depuis les années 80, on emprunte beaucoup de notre vocabulaire, ce que j'appelle des catégories de pensée, au monde de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire projet, diagnostic, management, des coachs de l'amour aujourd'hui. Vous avez vu ça? Il existe des coachs de l'amour, c'est-à-dire le jour où on va arriver à coacher ce seul sentiment. Vous savez, quand ça dit non ici, là, mais que ça dit oui ici, quoi, vous ne maîtrisez pas, le jour où on va maîtriser ça, mais il faut qu'on se barre, quoi, parce que c'est fini, ben, on ne peut plus rien faire, vous vous rendez compte. C'est-à-dire des coachs de l'amour, ce sont quand même des gens, l'idée du coaching c'est quand même ça, qui sur la misère des autres se font un salaire, quoi. C'est ça que ça signifie. C'est ça notre société quand même d'aujourd'hui, hein. C'est quand même terrible. Donc la prise en charge, vous avez compris que j'aimais pas ça, quoi. Alors, puisqu'on a parlé de l'altérité, et qui est l'accueil de l'autre comme être différent, la différence comme richesse, alors comment on peut rater l'altérité? Bien sûr, c'est pas pour le faire, mais quels sont les risques? On pourrait les résumer à 3. On peut rater l'altérité par la connaissance, par le savoir. C'est-à-dire que toute logique de connaissance est une logique de réduction de la différence de l'autre. On veut réduire l'autre à être un être su. Ce qui veut dire que toute logique identitaire, c'est une logique autoritaire de la réduction de l'altérité d'autrui. Et bien, il y a quelques années, là, pas si longtemps que ça, on était le seul pays en Europe à avoir un ministère qui conjuguait dans sa dénomination 2 choses, l'identité nationale et l'immigration. Moi, j'avais des amis italiens qui me disaient « Mais qu'est-ce qui vous arrive en France, quoi? Rendez compte ce que ça veut dire? L'identité nationale et l'immigration conjuguées dans un ministère, on était les seuls en Europe. Nous, les pays du droit de l'homme, soi-disant, le siècle des Lumières, c'est quand même incroyable. Adorno dit « Toute logique identitaire est une logique autoritaire de la réduction de l'altérité d'autrui ». Et il rajoute cette phrase « Dans les camps de concentration, ce n'étaient plus des individus qui naissaient, c'était des exemplaires. » C'est-à-dire qu'on avait pensé des formes de massification qui avait un camp de concentration avait un rôle très précis par rapport au camp d'extermination. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée était de concentrer. C'est-à-dire que vous deviez arriver dans un camp de concentration, vous demandiez à quelqu'un pourquoi vous êtes là, il ne devait pas pouvoir vous répondre. Si ce soir vous tuez quelqu'un, bon, vous pouvez éviter, mais si vous tuez quelqu'un, on ira vous voir en prison demain, on vous dira qu'est-ce que vous avez fait, j'ai tué quelqu'un, ok, donc vous avez gardé votre personnalité juridique, vous êtes une criminelle. Et bien là-bas, non. Ils avaient juste le défaut d'être nés, quoi. Donc les camps de concentration, c'était leur faire perdre leur personnalité juridique et psychologique. Ce qui fait qu'après, on est transféré dans les camps d'extermination. Bien sûr, je fais court, c'est plus compliqué que ça, mais les logiques, c'est ça. Ou même des personnes qui devaient être exterminées participaient eux-mêmes à leur extermination. C'est-à-dire qu'Hannah Arendt a bien montré la complicité des personnes qui ont été exterminées, y compris avec les nazis, parce qu'il y en a qui avaient sympathisé entre eux, quoi, etc., etc. Donc ça avait des rôles très précis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les camps de concentration, ils étaient massifiés. D'accord? Mais en fait, ils n'étaient pas massifiés pour faire de solidarité. C'était une massification par atomisation. Ça paraît bizarre. Mais en fait, ils étaient tous atomisés.
Et étant atomisé, ça crée une masse. C'était ça l'idée de la concentration. Et bien on est dans des sociétés aujourd'hui incroyables, qui conjuguent deux logiques qui apparemment sont contradictoires, qui en fait se conjuguent. On est aujourd'hui dans des sociétés de massification et d'atomisation. Et je suis en train d'écrire un petit essai, dès que je vais avoir le temps de finir celui que je suis en train d'écrire, qui est que je vais essayer de montrer en quoi ces logiques qui étaient dans les camps se sont infiltrées dans nos logiques de vie quotidienne aujourd'hui, dans nos sociétés au XXe et XXIe siècle, conjuguant deux logiques apparemment opposées, la logique de massification et la logique d'atomisation, et donnant comme résultat ce qu'on appelle une société de superfluité, c'est-à-dire où l'autre, l'individu, est devenu superflu. Alors pourquoi ça marche tant, la réalité, la télé-réalité, tous ces trucs-là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'ailleurs? C'est qu'un symptôme, on peut prendre d'autres exemples. Hein. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais ils veulent être célèbres. Avant, on faisait quelque chose et éventuellement on devenait célèbre. Maintenant, on veut être célèbre. Après, on verra bien, quoi. On massacrera un peu au couteau son copain. Normalement, on fera la une des journaux, etc. Bon, on trouvera ce qu'on peut, hein, mais bon, voilà. Mais cette histoire, moi, je le prends au sérieux, ça. C'est-à-dire, c'est un déficit de reconnaissance. Et si c'est un déficit de reconnaissance, ça veut dire qu'ils sont dans le vide. On est dans le vide, on est dans le non-sens. Donc on cherche du sens comme on peut, avec ce qu'on peut, dans une société de consommation qui, comme l'a dit Baudrillard, est toujours et a toujours été une société d'aliénation. On est même dans une société de loisirs qui est une société d'aliénation. Vous ne consommez que les loisirs que d'autres, la classe dominante, a choisi pour vous. Une société de loisirs, ce n'est pas une société de liberté. Une société de loisirs, c'est une société d'aliénation à consommer les loisirs que la classe dominante a proposé et nous propose. Point barre. On nous a proposé Mickey il y a quelques années, c'est en train de se péter la gueule, donc là on va nous proposer autre chose dans un autre coin de l'Île-de-France. Hein, c'est normal. Ben, c'est cette logique-là qui prime. D'accord ? Donc manquer l'altérité par la connaissance, par le savoir, une rencontre ne commence pas par la connaissance. Dès que vous commencez par ça, si vous avez réduit l'autre, vous ne le rencontrerez jamais. Par le besoin, on peut manquer l'altérité par le besoin. Je rappelle que c'est pour ne pas le faire, hein, bien sûr. C'est un risque. C'est la même logique de réduction d'autrui. Le besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'amour chez Sartre, quand il dit l'enfer, c'est les autres. C'est que l'autre est vécu sur le mode du manque. C'est-à-dire l'autre vient me combler parce que je suis en manque. Donc il vient me combler, donc c'est que j'en ai besoin, donc c'est que j'ai intérêt à ce qu'il vienne me combler, donc c'est une chose pour venir me compléter. Et puis enfin, on peut manquer l'altérité par le pouvoir. Alors, le pouvoir au sens de la domination. Parce qu'il faudrait distinguer pouvoir, domination et autorité. C'est absolument pas la même chose. Il se trouve qu'en Occident, notamment depuis Platon, on ne comprend la notion de pouvoir que comme pouvoir de domination, comme pouvoir coercitif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le rapport maître-élève. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais le premier pédagogue, les premiers pédagogues, je ne sais pas si vous savez qui c'était, mais c'était des esclaves. C'était pas des maîtres. Ça veut dire qu'à un moment donné, la logique s'est retournée. C'est-à-dire, un esclave, c'est quoi? C'est un être privé de liberté. Et à un moment donné, ça s'est retourné, parce que la figure du maître, on sait ce que c'est maintenant. Voilà, depuis Platon, c'était quand même ça. Hein. Le philosophe roi, c'était ça. C'est-à-dire le philosophe, celui qui avait le savoir, était le roi, le mono. C'est celui qui avait la valeur, l'arché. Donc, de sa conception éducative à Platon, on en déduit que le seul, donc mono, qui a la valeur, donc qui a l'arché, eh bien, ça s'appelle une monarchie, quoi. Donc il avait pensé son éducation au service d'une monarchie. Aristote, c'est les meilleurs, qui avaient le kratos, qui avait le pouvoir. Donc les meilleurs, l'élite, avait le pouvoir. Donc il a pensé un modèle éducationnel où l'élite devait gouverner. Donc il y avait des dominants et des dominés. Bon, à un moment donné, c'est passé ce truc-là. C'est passé ce truc-là que le pouvoir serait conçu comme un pouvoir de domination. Eh bien, il existe des formes de pouvoir qui ne sont pas des pouvoirs de domination, sauf qu'en Occident, on ne pense le pouvoir que comme pouvoir coercitif. Et là, il faut aller étudier notamment le grand livre de Pierre Classe qui s'appelle « La société contre l'État ». Il a été étudié en Amérique du Sud. Je fais rapide là, mais moi ça me passionne ça, parce que ça changerait tout. Hein. Il a été étudié des sociétés primitives en Amérique du Sud, les Indiens Gayaki, les Indiens Guarani notamment. Il a montré que ces sociétés étaient des sociétés sans pouvoir coercitif, c'est-à-dire des sociétés sans État. Mieux que ça, il a montré que ces sociétés n'étaient pas que des sociétés sans État, c'était des sociétés contre l'État. Alors pourquoi il a voulu montrer ça?
Alors les Occidentaux ont dit que les sociétés primitives sont des sociétés infantiles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de science, elles n'ont pas de savoir. C'est faux. Toutes les sociétés primitives ont un savoir. Elles n'ont pas un savoir au sens où pensent le savoir les Occidentaux, c'est-à-dire la science. Mais les sociétés primitives ont plein de savoir, même peut-être plus de savoir que les sociétés dites civilisées. Bon. Est-ce qu'elles étaient inorganisées? Faux. Elles étaient toutes organisées socialement, culturellement et politiquement. Donc toutes ces sociétés primitives étaient des sociétés organisées où il n'y avait pas un pouvoir de domination. Ça veut dire, pour faire très court, on peut être dans une société organisée où il ne s'exerce pas un pouvoir de domination, c'est-à-dire une société qui n'est pas divisée entre dominants et dominés. Alors posez-vous la question, pourquoi il n'y avait pas de travailleurs sociaux dans les sociétés primitives? Je suis en train d'écrire mon chapitre sur ça, là je m'éclate. J'ai passé le week-end dernier dessus, c'est génial. Faire une anthropologie du travail social à partir des Indiens Gayaki, comme ça on l'a jamais fait en France encore, je crois. Donc là, au moins pour ces 10 pages-là, je suis content. Vous savez pourquoi il n'y en avait pas? Parce qu'il n'y en avait pas besoin. Parce qu'il n'y avait pas d'exclusion. Parce que la personne handicapée, la personne homosexuelle n'était pas exclue. Ça veut dire que les sociétés primitives étudiées par classe faisaient reposer comme principe fondateur de la communauté l'égalité sociale. Personne n'avait le droit de toucher à ce principe. Donc, toutes les individualités pouvaient s'exprimer. Pourquoi? Mais parce que, de toute façon, on ne toucherait pas au principe d'égalité sociale. Et bien, toutes les sociétés étatiques, les nôtres, occidentales, ce qu'on appelle les sociétés civilisées, ont fait le pari inverse. Reposer sur l'inégalité sociale. Et comme ça repose sur l'inégalité sociale, on va essayer de rendre les gens un peu plus égaux. Mais on va être obligé de les contraindre. Donc il faudra inventer un système qui les contraint d'une violence légitime. Tiens, par exemple, l'État. Et puis on va leur trouver des sparadraps. Tiens, ça s'appellera les travailleurs sociaux, l'éducation nationale, patati patata. Et là, on est obligé de se poser la question. Est-ce que l'État ne se sert pas de certains instruments pour essayer de gommer un petit peu les méfaits de ce principe fondateur de nos sociétés dites civilisées, qui est des sociétés d'inégalité sociale? C'est incroyable quand même. Non? Donc ces sociétés primitives, eh ben, je pense qu'elles étaient quand même sacrément beaucoup plus intelligentes que nous, quoi. Parce que regardez l'égalité des femmes, tiens, parce qu'on est majoritairement en social dans les femmes. C'est incroyable d'ailleurs dans le social. Hein. Vous êtes 80 à 85% du personnel, mesdames, il y a 70% des postes de direction qui sont pourvus par des hommes. Quand même. Je vous laisse réfléchir, mais ça pose question, vous ne trouvez pas? On est quand même dans le travail social. L'égalité de salaire dans nos sociétés, ça n'existait pas, ce problème-là, dans les sociétés primitives. La condition des personnes homosexuelles dans les sociétés primitives, elles n'étaient pas du tout exclues. Les vieux, je fais exprès de les dire comme ça, ils étaient sacralisés parce que c'était des anciens qui se rapprochaient du moment de fondation, c'est-à-dire de la mort. La mort, c'était pas la fin. La mort, c'était le moment de fondation où ils allaient changer de statut, ils allaient passer d'anciens à ancêtres et en sages, pour rappeler quoi? La bonne parole qui est, souvenez-vous, notre principe, et le principe auquel personne n'a le droit de toucher. Aucun homme n'est supérieur à un autre homme. C'est le principe d'égalité sociale. Et ben, elles étaient sacrément intelligentes, ces sociétés. Hein. Parce que si on avait fait ce choix-là, on ne serait pas dans le... comment dirais-je? On ne serait pas dans ce qu'on est, quoi. Voyez-vous hein. On est en train de se rendre compte, là, c'est sorti la semaine dernière, je crois, dans l'IB ou dans Le Monde, on est en train de se rendre compte qu'il y a 112 000 personnes qui vivent dans la rue, là, dont 35 000 en France. On dirait ça d'un pays africain, au fin fond du continent africain, on dirait, mais c'est la misère, là, vraiment, c'est le Moyen-Âge. Non, c'est en France. 112 000 personnes, dont 35 000 enfants, vont passer l'hiver dans la rue, là, en France, en 2014. C'est qui les civilisés, quoi? On peut quand même se poser des questions. Donc il existe d'autres formes de domination, en tous les cas telles qu'on la conçoit en Occident, c'est toujours sous la forme d'un pouvoir coercitif, c'est-à-dire un pouvoir hiérarchique descendant. Et très honnêtement, hein, tout à l'heure j'ai appris, Claire, on ne se connaît pas, hein, voilà, mais donc j'ai appris que vous étiez l'ancienne directrice d'initiative, vous avez fait un choix de revenir formatrice, voire prof, etc. C'est hyper rare quand même. Quelqu'un qui, je vais le dire comme ça, mais je sais que vous ne le prenez pas comme ça, mais quelqu'un qui accepte de descendre, hein, qui était en haut, parce qu'on a cette représentation que le chef il est en haut, et puis etc. etc. Mais ça c'est notre représentation à nous. Hein. Moi j'ai horreur d'obéir, j'ai horreur de commander. Et j'étais 9 ans chef de service, j'étais embarrassé quoi. Hein. Et bien j'ai voulu devenir chef de service parce que j'ai lu Pierre Classe. Parce qu'il m'a appris qu'un chef c'était pas forcément quelqu'un qui avait un rapport de domination
Moi, mon rôle de chef de service, je le comprenais comme ça. D'abord, j'essayais d'animer l'équipe au lieu de la manager. Déjà, l'animer, ça prend du temps, hein, je vais vous le dire. Voilà. Et puis, j'estimais que j'avais plus de devoirs envers les salariés que je n'avais de droits sur eux. C'est-à-dire la conception qu'avait Clastres de la société primitive, parce que dans ces sociétés primitives, il y avait des chefs. Mais c'était des chefs qui n'avaient pas un pouvoir de domination. Alors, à quoi servaient ces chefs, etc., etc. Notamment le pouvoir de la créativité et le pouvoir de la parole, les rappeler, etc. Donc tous les chefs ne sont pas des chefs dominateurs. Notre conception du pouvoir en Occident est une petite conception régionaliste de la question du pouvoir. Et là, c'est toute la question de la philosophie politique, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais vous comprenez que nos institutions, y compris nos institutions médico-sociales, sont infiltrées par cette idée de la hiérarchie. Hein. Et ça pose sacrément question, quoi. Et même, je pense, alors je ne sais pas comment ça se passe à l'initiative, c'est la première fois qu'on m'a invité, je vous en remercie, mais je vois bien quand même comment ça se passe dans d'autres institutions, y compris dans des centres de formation, où il faut aussi se battre. Hein. Honnêtement, pas particulièrement dans le mien, en tout cas je ne le ressens pas. Moi je suis très très libre à Buc-Ressources. De toute façon, si j'ai signé à Buc-Ressources, c'est parce que je suis libre, j'ai carte blanche sur ce que je dis, ce que je fais là-bas. Voilà. Sinon, je n'aurais jamais signé là-bas. Je leur fais un cours sur Jacques Otto aux étudiants. Jacques Otto, c'est la question de l'émancipation. Je vais vous dire qu'on ne le laisserait peut-être pas faire partout, quoi. Le cours sur l'éthique de Lévinas, on ne le laisserait peut-être pas faire partout. Ce que je viens de dire sur Clastres, on ne le laisserait peut-être pas dire partout, etc. etc. Donc, mais il y a cette idée très occidentale qu'un chef, c'est celui qui est dans le pouvoir coercitif, quoi. Et ça, c'est très embêtant, parce que la relation pédagogique, c'est une relation, si on n'y fait pas gaffe, qui peut être une relation de pouvoir, quoi. C'est très, très embêtant, ça. Donc, quand je leur fais leur cours, je dis... Alors, mes collègues, des fois, me chambrent un peu, parce qu'ils disent « Dominique, tu pousses un peu le bouchon. » Si vous avez un intervenant ou un formateur qui vient devant vous, on a une grande salle, nous, c'est un petit amphi à 100 étudiants, on fait des cours comme ça, des cours magistraux, qui vient se gratter le nombril parce qu'il vous balance 5-6 auteurs, 3-4 concepts, en 6 mois, vous aurez lu les bouquins, vous êtes capable de le faire, quoi. Donc un pédagogue, un formateur, c'est pas ça. Voilà. Ça leur plaît pas, mais j'assume. Je pense qu'un formateur, c'est pas ça. Je pense qu'un formateur, c'est pas fait pour remplir des crânes. Voilà. C'est fait pour, je pense, créer des conditions pour que l'autre pense, pour que l'autre reprenne confiance en lui, retrouve de l'estime de lui, pour se reconnaître comme un être de parole et un être pensant. Mais quand on est chef de service, je pense que c'est de travailler aux conditions pour que ses salariés pensent. Parce que si ces salariés pensent, alors les personnes sur le terrain, le public, les enfants, les adultes, vont en bénéficier. Et un éducateur, je pense que c'est celui qui crée une ambiance favorable. C'est un accompagnateur, un facilitateur, celui qui crée une ambiance favorable pour que l'autre soit reconnu dans ses potentialités, dans ses capacités. Ils ont tous, les gens dont vous allez vous occuper, des fragilités. Mais on est tous névrosés. Hein. Moi, je suis phobique de l'avion, par exemple. C'est sacrément handicapant. Alors tous les jours, je ne prends pas l'avion pour aller à Buc, donc ça va. Là, j'avais une conférence en Guadeloupe et en Corse, ben, j'ai refusé. Bon, c'est dommage, hein, parce que je serais bien allé quand même. Voilà. Là, je vais à Toulouse, je suis obligé d'aller par le train, donc 6 heures. Alors qu'en 1 heure, normalement, c'est réglé, quoi. Donc ça prolonge les trucs. On est tous. Hein. J'avais un voisin, il faisait 5 fois le tour de sa voiture quand il sortait de sa voiture. Je le regardais de chez moi. Imaginez que mon appartement, ce soit un foyer de vie. Et que derrière la vitre, avec moi, il y a une équipe d'éducateurs. Je commence à se dire, oh là, ben, Polo, ça va pas fort. Hein. Il va falloir qu'on augmente ses gouttes, quoi. Mais comme c'est mon voisin, qu'il n'est pas dans un foyer, voyez jusqu'où ça va, la stigmatisation, quoi. Et je pense que c'est là où on commence à devenir éventuellement maltraitant. Alors, la question de la loi, je fais attention à l'heure, on va faire distance et proximité dans la dernière demi-heure, ça vous va? Je coupe beaucoup à travers, je suis un peu désolé, mais bon... je vous balance des trucs, puis vous en ferez ce que vous pourrez. Hein. J'ai intitulé dans le premier petit bouquin, là, Éthique et altérité, un petit chapitre auquel je tiens beaucoup, avec une expression de Derrida, qui faisait une analyse de la pensée de Lévinas, qui s'appelle la loi de l'hospitalité, qui pose la question, qu'est-ce que c'est que accueillir? Voilà. On pourrait le définir comme ça. Accueillir, c'est se rendre disponible à l'étrangeté d'autrui. Disponible, c'est pas être à disposition. Être à disposition, c'est se chosifier. Disponible à l'accueil de l'étrangeté d'autrui. Ça veut dire qu'on envoie le message à l'autre qu'il ne m'est pas indifférent.
C'est-à-dire que sa présence compte. Mais elle ne compte pas comme une chose, elle compte comme un mystère qui m'échappe. Je ne suis pas en présence de quelqu'un comme je suis en présence d'une chaise. D'accord? Donc l'accueil d'autrui, ben, c'est déjà une réponse en fait. Vous pensez tous, peut-être ici, que vous êtes ceux qui accueillez, par exemple, vous êtes dans un foyer qui accueillait les résidents. Ben, c'est faux. C'est vous qui êtes accueillis. Ça renverse tout. Lévinas a une phrase, il dit « Je suis celui qui trouve des ressources pour répondre à l'appel ». Ça veut dire qu'un appel vous a déjà été lancé. Ça s'appelle leur souffrance, ça s'appelle leur fragilité, etc., etc. Et qu'en fait, ce que vous appelez, vous, l'accueil, ben, c'est déjà une réponse. On vous a déjà fait adresse de quelque chose. On vous a déjà fait appel. Vous ne faites qu'en fait répondre à l'appel, c'est vous qui êtes accueillis. Et vous voyez que ça change tout. Entre l'éducateur ou le travailleur social tout-puissant, ou l'institution toute-puissante qui décide de j'accueille ou j'accueille pas. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et ça, je trouve que c'est une des interprétations assez intéressantes de la loi de 2002, par exemple. Hein? Ou encore l'idée de dire une personne handicapée, ça n'existe pas, c'est une personne en situation de handicap. Parce que s'il y a situation, c'est-à-dire qu'il y a un espace, un écart, un jeu, JEU, et là, il y a de l'action possible, ça s'appellerait un accompagnement. Mais si c'est une personne handicapée, ben c'est fini. Une personne trisomique, je suis désolé, pour être le meilleur AMP du monde, elle sera toujours trisomique. Sauf que si vous la réduisez à ça, oui. Et si vous ne la réduisez pas à ça. Je crois qu'il y avait des villes dans les Hauts-de-Seine, vous allez me démentir peut-être, je ne sais pas si ça se faisait pour la Reine, mais je pense, mais à Fontenay-Rose, il y avait un essai à un moment donné, vous savez, des signaux sonores sur les feux pour traverser. Bon, les personnes malvoyantes, pour le coup, n'avaient plus de mal, ou n'ont pas de mal pour traverser. On a supprimé, en fait, la situation de handicap. Donc ça veut dire que c'est un choix de société, voilà, pour faire très court. On a fait un choix de société, qui est un choix de société qui exclut. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il n'y aura jamais plus le plein emploi en France. Alors, plus le plein emploi. Comme ça. Et la valeur d'intégration en France, c'est le travail. Donc ça veut dire qu'on a fait le choix d'exclure, automatiquement. Si la seule valeur, c'est le travail, et qu'il n'y aura plus de plein emploi, ça veut dire qu'on fait déjà le choix qu'entre 8 et 9 millions de personnes, comme aujourd'hui d'ailleurs, sont exclues du système. C'est un choix de société. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez que le travailleur social, je pense que ça va être un acteur du politique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à dire sur notre système, au-delà de l'accompagnement des personnes. Mais ça commence par l'accompagnement des personnes. Parce que sinon, on matraque les gens, et puis qu'après, on va dire, venez, maintenant, on matraque bien les gens, mais on va parler de notre système, ça ne va pas aller. Donc, mes deux comment on pourrait dire, impulsions de réflexion à travers les petits bouquins que j'essaie de faire pour le travail social, c'est la question de l'éthique. On ne peut pas accompagner quelqu'un si on n'est pas dans le respect éthique de la personne. Si on n'est pas dans le questionnement éthique, on ne peut pas. Et puis la deuxième, c'est la question de l'émancipation, bien sûr. C'est-à-dire, si on accompagne ces gens, c'est pour qu'ils aient plus besoin de nous. Même si vous me dites, oui, mais attendez, vous êtes loin du terrain, allez voir des personnes dites polyhandicapées, etc. Ben ouais, ben la question, elle se pose pareil. Y compris pour des personnes polyhandicapées. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a polyhandicap qu'on ne doit pas aller du côté de l'émancipation. Peu importe, entre guillemets, ce qu'on va appeler son progrès, etc. C'est pas grave en soi. À quelle échelle ça doit se mesurer? C'est pas grave. Toutes les personnes qui sont en situation de handicap lourd, bon, je suis pas dans le monde de oui-oui, hein, j'ai travaillé dans d'autres foyers, etc. Hein, mais si on travaille dans cette institution-là pour qu'ils en prennent part de plus en plus, c'est des petites choses. Moi, je trouvais ça assez insupportable. J'arrive dans une boîte, alors c'est pas dans les boîtes où on a travaillé avec Nicolas, où j'ai travaillé après, c'est une boîte qui m'avait embauché sur 2 mois pour faire une photographie d'association, enfin, des établissements, etc. Enfin, je vous passe les détails. Bon. 17h30, tous les adultes, pyjama, pantoufles. 20h30, ils avaient tous fini de manger dans leur chambre. Plus de vie, plus rien. Pourquoi? Parce que 20h45, le RER partait pour les éducateurs. Il y a 40 résidents aliénés aux horaires de la RATP pour le personnel, quoi. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis très mauvais guitariste, j'amène ma guitare. Et je fais une petite soirée guitare, sympathique. Et puis 25 résidents restent. Et puis je recommence dans la semaine, puis 25. Ils se disent, bah tiens, alors il se passe quelque chose dans le foyer après 20h30. Incroyable. Eh bien, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est pas révolutionnaire, quand même. On n'a pas fait la Révolution française, hein. Bon. Et bien maintenant, les éducateurs, là-bas, je crois, terminent à 23h. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Le soir, il y a de la vie dans le foyer.
J'ai pas fait grand-chose, j'ai amené ma guitare, les résidents sont venus. Enfin, c'est pas grand-chose. On le faisait à Boulogne, je me souviens très bien, nos horaires étaient de 23 heures, bon, etc., etc. C'est pas grand-chose, c'est pas la révolution, mais ça change la vie des gens, vous vous rendez compte? Ou alors ces travailleurs sociaux qui se disent « Oh là là, vivement que je rentre chez moi ce soir, c'est vraiment dégueulasse au repas, quoi. » Ah bon, mais pour les résidents, eux, c'est bon, quoi. Pour eux, c'est bon, mais pour moi, c'est pas bon, je rentre chez moi, manger. C'est pas possible, ça. Ben, c'est leur faire participer à une commission de menu. C'est quand même pas la Révolution française, quoi. Enfin, des petites choses qui font qu'au quotidien, ça leur change leur vie, quoi. Je vous prends un autre exemple que je pense que tu as connu, qui s'appelait François. François, je ne vais pas dire son nom, mais qui était sur le foyer d'hébergement, pas sur le foyer de ville, parce qu'il y avait deux François. Un jour, sa mère, une femme extraordinaire, qui avait 80 ans, je crois, mais vraiment une femme remarquable, qui aimait son fils, parce que c'est toujours de l'amour, ça c'est clair, il faut partir de là, je pense. Elle me dit, mais Dominique perdait pas de temps avec François les matins, quand vous avez 15 résidents, je ne sais plus combien, vous mettez son pub, puis basta, il se barre, etc. Je dis, écoutez, non, il n'y a pas de souci. François était assez lourdement handicapé, c'est vrai, etc. Mais tous les matins, il y avait 5 pulls, je sortais ces 5 pulls sur le lit. Juste pour qu'il choisisse le pull. Alors sa mère, au nom de l'amour, mais elle voulait gagner du temps, elle prenait un pull, elle le foutait sur François. C'est-à-dire qu'elle réduisait un bout de viande. Hein? Alors bien sûr, François n'était pas en train de me faire du Lévinas ou du Nietzsche à ce moment-là, mais il n'empêche que. Alors moi, je l'ai laissé choisir comme ça. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais amener François un soir, on va acheter du shampoing. Il était quand même assez sensible, tu imagines, à l'odeur, etc. C'était pas le même shampoing que sa mère lui achetait. Mais sa mère, elle le faisait pour l'arranger, François, bien évidemment, etc. On va acheter du shampoing, ok. Oui, mais pour racheter du shampoing après, il fallait de l'argent. Et François n'avait jamais eu d'argent. Sa mère disait, c'était pas la peine. C'est une femme extraordinaire. J'ai un respect infini pour cette femme-là. Mais elle ne pensait pas, elle faisait pour son bien. C'est pour ton bien, hein, Alice Miller, c'est ça, hein, c'est pour ton bien. Bon. Et bien du coup, il a fallu donner de l'argent à François, qui travaillait en CAT depuis 20 ans, qui n'avait jamais eu 5 francs, je pense que ça encore des francs à l'époque, dans sa poche. C'est pas grand-chose. Ben, mais après, pour faire des sorties, si j'ai de l'argent, il faut rester les week-ends. Et François, il ne restait pas les week-ends, bon, ben, il commençait à rester le samedi. Sa mère allait chercher le samedi soir. C'est pas grand-chose, mais ça change sa vie, quoi. Ça change sa vie. C'est pas la révolution, ouais, c'est des petites choses, quoi. Juste où l'autre est reconnu. Et moi, je suis loin d'être un éducateur idéal, j'ai plein de défauts, j'ai plein de héros, etc. Mais si on est attentif à ça, je pense que ça change la vie des gens, quoi, dans les institutions. Mais eux, ils nous font confiance pour ça, ils attendent de ça. Ils n'attendent pas qu'on fasse la Révolution française, mais dans leur institution, qu'on le fasse vivre, quoi. Et puis j'ai dû faire des bêtises aussi, et puis on en fait, et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Une erreur, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de faire 2 fois la même, je pense. C'est pas tirer d'enseignement de sa première erreur. Donc, dans cette idée de l'accueil, eh ben, Lévinas a une phrase, il dit « L'autre est un hôte ». H-O-T-E. L'autre est un hôte, c'est lui qui vous accueille, en fait. Et donc, il faut renverser la logique de l'hospitalité. Pour qu'il y ait hospitalité, il faut faire cette expérience incroyable qui est l'expérience de la séparation radicale. Il ne peut pas y avoir hospitalité si vous n'êtes pas dans la distinction à l'autre. Vous ne pouvez pas. Alors on pourrait après faire une lecture éthique, par exemple de la stigmatisation. Vous prenez la définition de Goffman, par exemple, dans Stigmate, qui doit être page 15, si je me souviens bien, l'édition de Minuit, et vous prenez cette définition-là, vous en faites une lecture éthique à partir de Lévinas, et bien vous retrouvez exactement ce que dit Lévinas, c'est-à-dire qu'une personne stigmatisée, quelqu'un réduit à un trait, et ce trait l'exclut de la normalité sociale. À partir du moment où il y a exclusion, c'est fini. Il ne peut plus y avoir rencontre, vous l'avez exclu. On pourrait faire une lecture éthique, par exemple, de la notion de confiance chez Georges Simmel. Hein, il dit la confiance, c'est le fait d'accepter. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous avez fait confiance depuis que vous êtes sorti de chez vous ce matin. Alors ceux qui sont venus en voiture, vous êtes passé au vert, par exemple, je peux vous dire que vous avez fait confiance grave. Hein. Vous avez tous imaginé que ça arrêtait au rouge. Ça paraît bête, hein, mais voilà. Et Simmel dit, faire confiance, c'est ce qui permet qu'il y ait une possibilité de société, de vivre ensemble. C'est cette idée d'accepter, d'être dans une situation où j'ai un savoir et un non-savoir de l'autre. Un savoir, parce que si j'ai aucun savoir, je ne peux pas y aller, et un non-savoir, parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. D'ailleurs, là, regardez, vous êtes venus, vous saviez que c'était les 20 ans, bon, vous aviez un petit savoir, quoi. Vous saviez que normalement ça doit bien se passer, on ne va pas se jeter les uns sur les autres, etc. Mais quels les zozos qui venaient faire la conférence, non savoir, vous ne saviez pas trop sur qui vous allez tomber, quoi, etc., etc. Donc on s'est fait à peu près confiance, là. Encore une petite heure, ça se passe bien, normalement ça va bien se terminer, d'accord? C'est vachement important, ça. Si vous avez un non-savoir de l'autre, il n'existe pas.
réglé, pas de rencontre possible. Ça s'appelle mise à distance. On va le voir tout à l'heure. Si vous avez un savoir total de l'autre, ben c'est fini. Vous l'avez réduit à un être su. Vous êtes servi de votre savoir, de votre connaissance pour réduire l'autre. Plus de rencontre possible, ben vous le savez. C'est pas intéressant. Pourquoi vous restez avec votre conjoint, votre conjointe? Parce que vous lui faites confiance. C'est-à-dire que vous avez un peu de savoir de lui, mais surtout qu'il reste beaucoup de non-savoir. C'est-à-dire d'imprévisibilité, c'est-à-dire quelque chose qui va nourrir la relation. Et bien entre un accompagnant et un accompagné, c'est ça qu'il faut. Il faut que vous acceptiez que quelque chose vous échappera toujours de l'autre. Et pour ça, il faut l'accueillir dans ce qu'il est, et non pas dans ce que vous voudriez qu'il soit. Donc dès que vous le réduisez à un symptôme, c'est que vous voulez en fait le maîtriser. Vous voulez maîtriser ce qui vous échappe. Alors regarde, on peut faire une petite lecture anthropologique, je vous la fais en 2 minutes. Les sociétés primitives, dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passait? Il se passait une catastrophe. Bon, ils essayaient de rationaliser, mais soi-disant, ils n'avaient pas la science, disent les Occidentaux. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient un discours, Clastres dit, un discours magico-religieux. D'où la figure du chaman, la figure du magicien, du sorcier. Bon, il arrive une catastrophe sur le village, on a dû faire une faute, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours mythico-religieux. Bon. Pour maîtriser quoi? La nature. Bon, nous, les civilisés, les Occidentaux, on est beaucoup plus prétentieux. Soi-disant, on maîtrise la nature. On n'a qu'à demander aux gens qui habitent à Montpellier, là, dernièrement, ils vous diront ce qu'ils en pensent, je pense, de ce qu'on maîtrise comme nature. Mais, soi-disant, les sociétés civilisées, on maîtrise la nature. Bon, il ne nous reste plus qu'une chose à maîtriser, c'est quoi? La nature humaine, quoi. D'où le processus de rationalisation de nos relations, quoi. Par la technique, par le technicisme. C'est-à-dire tout ce que moi je critique dans le travail social. Parce que, on pourra débattre après, on va avoir une petite demi-heure, mais partout où je passe en conférence, depuis que j'ai sorti ces bouquins-là, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, je dois en faire une vingtaine, une trentaine, je ne sais plus, j'ai pas encore rencontré une seule personne qui m'a dit « je suis pas d'accord ». Par contre, j'ai que rencontré des personnes qui disent « mais ouais, mais c'est ça qui se passe, quoi. C'est infernal, quoi. On en a marre de ne pas pouvoir faire notre métier, parce que la logique de rentabilité, d'efficacité, parce qu'on nous fait remplir des grilles. » J'ai une amie qui a pris un poste de chef de service dans une équipe. Elle m'a appelé au bout d'1 semaine. Elle m'a dit « mais Dominique, j'en peux plus. » Qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu faire des synthèses. J'ai dit « oui. » Ils voulaient faire 8 synthèses en 1 heure. Ils avaient leur grille. Vas-y que je te coche à droite, à gauche. Aucune réflexion. Vas-y la synthèse. Il sait faire, il sait pas faire, il sait faire, il sait pas faire. Je remplis la grille. Elle a mis 1 an et demi à leur faire accepter de ne pas venir en synthèse avec leur grille. Juste pour essayer de penser avec la personne. C'est hallucinant quand même. Nous, les travailleurs sociaux, normalement, terrible terme, les techniciens de la relation. On n'est pas des techniciens de la relation. Essayons d'être en relation, on verra la technique plus tard. Technicien de la relation, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Bon. Donc ça reposerait la question, par exemple, du dialogue. Tiens, il y a un beau texte de Lévinas sur la question du dialogue. Parce que souvent, les travailleurs sociaux ne sont pas dans le dialogue. Souvent, les travailleurs sociaux font semblant. Ils sont dans un monologue où ils demandent que l'autre répète la même chose que lui. Mono, moi-même, log, logos, c'est moi qui ai la science. Voilà. Le dia, c'est ce qui permet la relation, c'est ce qui transcende, c'est-à-dire l'autre que j'accompagne, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas un danger, l'autre c'est ma chance. L'autre c'est la chance qu'il m'offre de sortir de mon repli égoïste. C'est parce que l'autre est là que moi je sors de mon solipsisme, je sors de moi-même, je sors de mon égoïté. On peut prendre un exemple. Quand est-ce que Robinson devient un homme individuel, une individualité, une singularité dans son île? Un jour, une étudiante me dit, c'est quand mercredi, elle était contente, elle a trouvé la réponse, et c'est quand mercredi arrive. Alors, elle s'était trompée de 2 jours, c'était vendredi. Mais c'était ça, elle avait raison. C'est quand vendredi arrive, c'est-à-dire le symbole de l'altérité. C'est vendredi qui offre son individualité à Robinson. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des sociétés individualistes. Ça, c'est le sens commun. On est dans des sociétés égoïstes. Parce que, pour être un individu, il faut que je vous respecte tous comme des individus singuliers. Dès que j'en nie un, je me nie moi-même. Donc l'individualisme, au sens philosophique du terme, c'est ce qui s'oppose au holisme, c'est-à-dire l'idée que le tout est supérieur à la somme des parties, ou au collectivisme, et c'est ce qui s'oppose à l'égoïsme. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des sociétés individualistes d'un point de vue éthique et philosophique. D'ailleurs, une société humaine, interhumaine, devrait être une société individualiste. Alors je sais bien qu'au sens commun, vous entendez tous les jours, on est dans une société individualiste, etc. Non, on est dans une société égoïste.
L'égoïsme, d'ailleurs, c'est Max Stirner. L'égoïsme, c'est quoi? C'est moi, égo, de peine, je me sers des autres. Pourquoi? Comme moyen de glorifier mon moi, comme moyen de servir mon moi. C'est ça l'égoïsme. Les autres ne sont pas reconnus comme des êtres d'altérité, de singularité, comme des êtres riches de leurs différences. D'accord? Eh bien, il n'y a individualité qu'à partir du moment où je vous reconnais. Ça veut dire que vendredi, c'est lui qui offre son individualité à Robinson, et pas le contraire. S'il le nie, eh bien, il ne peut pas y avoir relation. Ça veut dire que l'autre, celui que vous avez accompagné au quotidien, il vous offre cette chance extraordinaire de sortir de votre repli égoïste sur vous-même, de vous ouvrir au monde. C'est lui qui vous l'offre, c'est lui qui vous offre votre singularité. Pourquoi il vous l'offre? Parce que éthiquement, humainement, il vous engage, lui, dans une responsabilité pour autrui. Et ça, c'est un concept de Lévinas. Il écrit responsabilité tirée pour tirer autrui. C'est-à-dire, dès que je suis dans une rencontre interhumaine, je me dois à une responsabilité éthique que personne d'autre ne peut remplir à ma place. Personne. Nicolas sera engagé avec une personne, avec la même personne, mais d'une autre façon. Vous serez engagé d'une autre façon. Personne ne pourra remplir sa responsabilité, la mienne. Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas se dérober à la responsabilité éthique dans laquelle on est engagé par l'engagement avec une personne. Personne ne peut la reproduire à notre place. C'est pourquoi? Parce qu'on est unique. Parce que justement cette responsabilité m'offre mon individualité, ma singularité. Lévinas le tire des frères Karamazov, ça, de Dostoïevski. Il y a un des frères qui dit à un moment donné: nous sommes tous responsables de tout et de tous, et moi plus que les autres. Ça veut dire que dans la relation éthique, c'est une relation non réciproque. C'est la grande différence, notamment avec Paul Ricoeur. C'est-à-dire que chez Ricoeur, qui est un penseur très important, Lévinas aimait beaucoup Ricoeur, mais là il se différencie radicalement de Ricoeur, c'est que chez Ricoeur, il reste une réciprocité entre le je et le tu. Parce qu'il se réfère notamment au livre de Martin Buber qui s'appelait Le je-tu, justement, où il y avait la responsabilité. Et Lévinas va plus loin. Il dit: il n'y a aucune responsabilité. Il n'y a aucune. L'autre, ce qu'il me doit, ça ne me regarde pas. Parce que si l'autre, ce qu'il me doit, ça me regarde, alors c'est que je suis dans une relation intéressée. Bon, je ne suis plus dans une relation éthique. Donc toute relation éthique est une relation asymétrique, non réciproque. Alors là, vous allez me dire: bah oui, dans ces cas-là, c'est le sacrifice, quoi. C'est-à-dire, le moi va se sacrifier pour le tu, etc. Non, pas du tout. Là, il y a un troisième concept, et après je vais sur distance, c'est la notion de tiers. Dans la démesure du jeu de la relation éthique avec le tu, dans cette démesure-là, qui est l'exigence éthique, quelque chose vient remettre de la mesure, ça s'appelle le tiers, ça s'appelle la justice, et c'est pour ça qu'il peut y avoir société. Dans une institution, ça s'appellerait le projet institutionnel qui fait loi. Donc, ce projet institutionnel qui fait tiers, qui fait justice et qui fait loi, il repose que sur une chose, le fait de remettre de la mesure dans quelque chose qui lui préexiste, la relation éthique. Donc l'éthique préexiste bien, la question morale, si on veut imaginer que le projet institutionnel, c'est la morale de l'institution. Un projet institutionnel, c'est le livre saint avec les apôtres qui vont l'appliquer, grosso modo. C'est un peu ça. Voilà, je suis obligé de passer sur tout le reste, notamment vous dire qu'un travailleur social, ça ne peut pas travailler à l'affectif. Ça, c'est terrible. Un travailleur social qui travaille à l'affectif. Posez-vous la question, pourquoi il descend des poubelles, quoi. Pourquoi vous arrivez à lui faire descendre des poubelles? Pourtant, il n'a pas envie de descendre des poubelles, je peux vous le dire. Mais c'est parce qu'il vous aime bien. Il veut pas... Ça marche aussi avec les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous travaillez à l'affectif, vous profitez des sentiments que l'autre éprouve pour vous, pour lui faire faire quelque chose qu'il n'aurait pas naturellement fait. Ça s'appelle un rapport de domination. Ça s'appelle plus de l'amour. Le travail affectif, c'est une catastrophe. Et c'est parce que vous ne travaillez pas l'affectif que vous pourrez être pleinement dans l'affection. Rien à voir. L'affection, c'est Spinoza. C'est cette idée que la situation de l'autre, humainement, éthiquement, m'interpelle et provoque un changement en moi, je suis affecté. Alors commence quelque chose d'incroyable, ça s'appelle l'empathie. Qui n'a pas été inventé par les psychologues, je suis désolé s'il y a des psychologues dans la salle, mais qui a été inventé et théorisé par Husserl à la fin du 19e. On pourrait le résumer comme ça, sans rentrer dans le détail, parce que j'ai plus le temps.
toute relation interhumaine est médiatisée par l'empathie. Toute. Ça n'existe pas une relation éthique ou interhumaine qui n'est pas médiatisée par l'empathie. C'est-à-dire cette idée que la situation de l'autre provoque un changement en moi. Et c'est bien parce que la situation de l'autre provoque un changement en moi, ce que Husserl appelle l'éprouvé, c'est bien parce qu'il y a ça qu'en fait on peut dire que l'empathie du côté de l'éthique et de l'altérité. Parce que la situation de l'autre provoque un changement en moi, ça veut dire que je prends l'autre en considération de ce qu'il est, non pas de ce que, comme je voudrais qu'il soit. Donc la question de l'altérité, de son respect inconditionnel, de son altérité, de sa singularité pour pouvoir l'accompagner. D'accord? Bon, je suis obligé de passer sur tout le reste. Basta. Je vais vous faire court sans suivre mes feuilles, parce qu'en fait, je sens mes feuilles, mais je ne les suis jamais la plupart du temps. Sur la question de distance et proximité, donc j'ai essayé de traiter un petit peu. Hein. Alors ça fait 100 et quelques, 160 pages, il nous reste qu'un quart d'heure, donc je vais faire... mais maintenant, je voulais bien vous faire comprendre plutôt la question des enjeux d'éthique d'abord, parce qu'après vous allez très très vite comprendre. Voilà. Je prends mon élan. La plupart du temps, vous entendez, vous l'avez peut-être entendu ici, c'est possible, des gens de BUC le disent aussi, mettez-vous à distance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein, bon. Et qu'est-ce que vous répondez alors quand on vous dit ça? Souvent, rien. Vous avez raison. Voilà. Enfin, je sais pas, moi, la première question... hein? La première question, ça serait quoi? Combien? Pourquoi? Oui, ou combien? Ou c'est où? Bah, c'est où? Je sais pas, je suis bien là. Il faut que je recule un peu, là. C'est débile. Ben, c'est pas possible, c'est pas mesurable. La relation humaine éthique n'a rien à voir avec la spatialité. C'est pas une affaire géométrique, c'est pas une affaire géographique. Vous pouvez être dans une situation fusionnelle avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Alors vous mesurez comment? Avec un compas? Comment on fait? Terrible. Vous pouvez être dans une situation fusionnelle avec vos parents, même qu'ils habitent à 800 km. Vous pouvez être dans une relation tout à fait sereine et saine avec vos parents alors que vous habitez dans la même rue. Comment ça se mesure? Donc rien à voir. D'accord? Donc, quelqu'un va vous dire, mettez-vous à distance. Vous n'allez pas répondre, ou alors, si vous répondez, allez, admettons que vous répondez, et vous lui posez, bon, ok, c'est où? Alors là, la personne, normalement, devrait vous dire, mettez-vous à bonne distance. Là, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire vous savez toujours pas où c'est, mais en plus, vous savez que vous êtes dans le mauvais, quoi. Ça vous êtes vachement inventé, là vous savez, là, c'est bien, c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a une logique de culpabilisation derrière. Vous êtes un mauvais, d'accord? Et en plus, allez, vous mélangez tout, quoi, parce que vous n'êtes pas à bonne distance, vous devez mélanger votre vie privée, votre vie professionnelle, enfin, tout ça, quoi. Voilà. Mais surtout, qu'est-ce qu'il est en train de faire, la personne? Elle est en train de vous dire, vous êtes un ignorant, vous avez besoin de moi, seul possesseur du savoir. Je ne vous dirai pas lequel c'est, je vous dis juste que vous n'êtes pas à bonne distance. Donc je vous demande d'intégrer le fait que vous avez besoin de moi, ça s'appelle l'établissement d'un rapport de domination. Terrible. Parce qu'il suffirait de poser la question, c'est où? Et bien l'autre, il va être un peu dans le flanc quand même. Parce que c'est où? Incapable de le dire. Parce que personne n'est capable de dire où est la distance ou la bonne distance, ça n'existe pas. Par contre, ce qu'on peut en déduire, c'est que dans la distance, cette idée de la distance, ok, on se fait une idée de la distance, vous voyez le truc? Ben, c'est la distance, ça veut dire que si je dois me mettre à distance, c'est qu'a priori, je désigne l'autre comme un danger dont je dois me protéger, oui ou non? Donc je ne suis plus dans une relation éthique, là, c'est clair. On rencontre personne dans la distance. Imaginons que la situation de la distance existe, imaginons. C'est abstrait tout ça, hein. Celui qui vous dit tenez-vous à bonne distance, il est incapable de vous dire concrètement aussi, donc c'est abstrait aussi. Bon, il est en train de vous passer autre chose, en fait il fait un rapport de domination maintenant. Il est en train de vous dire tu seras toujours un ignorant qui aura besoin d'un maître pour te dire où tu dois être dans la relation. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc la bonne distance n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a un autre jeu, c'est-à-dire qu'on est en train de rationaliser les relations d'accompagnement pour en faire des prises en charge, en désignant l'autre a priori, avant que tout commence, avant que quelque chose commence de la relation, on l'a désigné comme un danger dont je devais me séparer et le mettre à distance. Ça, c'est le premier bluff qu'on est en train de vous faire. Mais le deuxième bluff qu'on est en train de vous faire, c'est de vous faire imaginer qu'il n'y aurait que dans la distance qu'il y aurait de la séparation. C'est faux. Il ne peut pas y avoir de proximité s'il n'y a pas de séparation, on va le voir tout à l'heure. Donc, deuxième bluff, quoi. Et puis surtout, on vient de vous convertir à l'idée que vous êtes qu'un ignorant, quoi. Donc un rapport de domination. Vous voyez ce qui est en train de se jouer là-dedans?
Qu'est-ce qu'on oppose en général à la distance? La proximité. Mais là aussi, c'est un autre bluff, quoi. Parce que la proximité, c'est pas ce qui s'oppose directement à la distance. Ce qui s'oppose directement à la distance, on va l'appeler la fusion. C'est quoi la fusion? Bon, on va faire très court, je suis pas fort en maths. La fusion, c'est quand 1 plus 1 égale 1. Donc il y a de la perte, quelque part. L'état fusionnel, c'est quand quand on se confond. C'est ça, finalement. C'est-à-dire quand on a de l'un, il n'y a plus de distinction. Donc la fusion, c'est ce qui veut l'indistinction. Or, pour qu'il y ait une relation éthique, il faut que chacun soit reconnu d'une manière inconditionnelle, on l'a dit tout à l'heure, donc distinct. Donc l'idée de relation exige la distinction, l'idée de fusion repose sur l'indistinction, donc c'est une fumisterie que de parler de relation fusionnelle, ça n'existe pas, c'est une impossibilité éthique. Voilà. Donc on résume, la distance, c'est annulation de l'altérité de l'autre par exclusion, et la fusion, c'est annulation de l'altérité de l'autre par absorption, par dévoration. L'amour, au sens commun, c'est de la fusion au sens de la dévoration. Donc il ne nous reste plus qu'une chose, hein, un lieu, comme dit Lévinas, mais il faut le définir, c'est effectivement la proximité. Il ne peut jamais y avoir fusion dans l'idée de la proximité, c'est contradictoire. Donc la distance s'oppose à la fusion, la proximité s'oppose aux deux conjointement. C'est le seul lieu de la possibilité d'une relation interhumaine. Proche, approche du prochain. Processus, proximité. Du prochain, c'est le compagnon de compagnie, aller de compagnie avec, celui à qui je garantis que je ne sortirai jamais de mon champ d'humanité. Alors peut-être la rencontre aura lieu. Peut-être, mais s'il n'y a pas ça, elle n'aura jamais lieu. D'accord ? Donc l'idée de la proximité, c'est cette idée que éthiquement et humainement, en fait, on n'est jamais assez proche. Jamais. Plus je m'approche de l'autre, plus je m'aperçois de tout ce qui m'en sépare, de tout ce qui m'en distingue. Donc j'ai encore en plus envie de le rencontrer. C'est le fameux retournement du désir de tout à l'heure. On passe d'un désir de possession à un désir de rencontre. D'accord ? Donc l'approche, elle est infinie en fait, parce qu'on ne peut jamais connaître quelqu'un. C'est infini. On ne peut pas faire le tour d'un homme. Alors, est-ce qu'il ne faut pas être en contact? Bien sûr que si. Éthiquement, une relation, c'est être en contact. Après, il y a différentes formes de contact, d'accord. Mais puisqu'il y a des gens qui sont AMP, et on vous réduit souvent, et rassurez-vous, en tout cas, ce n'était pas ma démarche, moi, à Fontenay-aux-Roses, on vous réduit souvent à l'accompagnement au quotidien. Hein. Les AMP, ils savent écrire aussi, ils savent animer des réunions. Enfin, moi, en tous les cas, les AMP, elles faisaient la même chose que les éducateurs spécialisés. Ils avaient une qualification différente, elles avaient une richesse de formation différente, mais elles avaient la même fonction. C'est-à-dire, rôle, statut et fonction, c'est pas la même chose, quoi. Hein. Votre qualification d'AMP, c'est votre qualification. Il y en a qui sont E, il y en a qui sont ES, il y en a qui sont AS, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont psy, etc., etc. Vous mettez votre qualification au service d'une fonction qui était accompagnant socio-éducatif, c'est comme ça qu'on les nommait. D'accord? Donc, elle faisait des entretiens avec les familles, donc les éducateurs, qu'est-ce que c'est que cette hiérarchisation? En tout cas, moi, je luttais contre ça. Bon, on vous réduisait souvent à la question de la prise en charge au quotidien. Eh bien, vous êtes dans la proximité, mais il n'y a pas que la proximité physique. Il peut y avoir une proximité psychique, entre guillemets affective, etc. On ne peut pas vous réduire qu'à ça. Bon. L'idée d'être en contact, Lévinas dit, pour être dans une relation éthique et interhumaine, bien sûr qu'il faut être en contact, parce que le contact, c'est ce qui reconfirme qu'il y a du jeu, J-E-U, il y a de l'écart entre vous et l'autre que vous accompagnez. Donc non seulement c'est pas grave d'être en contact, mais vous ne voyez pas comment on peut être en relation si on n'est pas en contact. Par contre, il dit, ce qu'il ne faut pas, c'est confondre la proximité avec la promiscuité. Et ça, c'est Baudrillard, la promiscuité, dans un petit livre qu'il définit, notamment dans Mots de passe. Il dit, la promiscuité, c'est ce qui construit la scène obscure de l'obscénité. La scène obscure de l'obscénité. La promiscuité, le premier lieu, c'était la maisonnée, c'est-à-dire le lieu où pouvait avoir, par promiscuité des corps, pouvait avoir l'inceste. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas être dans la promiscuité. La promiscuité, c'est du côté de la fusion, de la confusion des corps, etc. C'est-à-dire ce lieu où il n'y aurait plus la loi qui viendrait protéger les corps, etc., etc. Donc, Baudrillard le traite comme ça. Donc, je termine sur ça.
ma façon de voir le travail social aujourd'hui, moi, d'une manière générale, vous êtes tous des accompagnants sociaux. On est tous ensemble. Je pense qu'il y a deux choses qui sont primordiales. C'est la question de l'éthique. Je ne vois pas comment on peut accompagner quelqu'un si on n'est pas dans la question de l'éthique, si on n'en tire pas les conclusions sur les logiques qui traversent le travail social aujourd'hui. C'est-à-dire des logiques de chosification qui voudraient nous robotiser et qui déshumanisent nos relations. Et puis cette fameuse question que j'essaie de traiter dans un nouveau petit livre, La Pause sociale, qui est la question de l'émancipation, que je travaille autour de la notion de, enfin, dans le domaine de la pédagogie et du travail social. On m'a commandé un petit livre qui s'appelle Pédagogie, travail social. Je vais l'appeler Pédagogie, travail social. Et je pose la question de est-ce que les pédagogues, aujourd'hui l'éducation nationale, est-ce que le travail social ont eu un jour comme impulsion première la question de l'émancipation. Voilà. Je suis en train de faire des sacrées découvertes d'ailleurs quand on relit les choses, c'est assez hallucinant. Voilà. Je vais m'arrêter là, puis on va faire peut-être des questions après. Merci à vous de votre écoute et puis de votre accueil.